Christophe. Donc, vous connaissez Christophe Aliton, donc c'est un militant. Donc, il a une qualité assez rare, c'est qu'il est à la fois militant de longue date, militant syndical, militant associatif. Il a été à l'initiative de la création de Sud PTT, d'Agir ensemble contre le chômage. Il a participé à beaucoup de forums sociaux. Il connaît beaucoup de monde dans différents pays. Et à la fois, c'est un chercheur. Donc, on a la combinaison d'un militant et d'un chercheur, qui est du reste, je crois que c'est pas un secret, la France insoumise également, sauf que tu n'es pas à Pyrénées. Mais je suis bas à Belleville. Bien. Donc, voilà. Et donc, il a sorti un livre il y a quelques mois, La gauche du XXIe siècle, qui traite des problèmes donc, de la gauche d'aujourd'hui, et qui a aussi une expérience assez internationale. Ça apporte des éléments d'information sur d'autres pays. Je crois que c'est aussi ça l'une des richesses du livre. Alors ce qu'on se disait, c'est qu'il allait parler autour de 40 minutes, si vous êtes d'accord, à peu près 40-45 minutes, et ensuite on a un débat libre. Et bien, je passe la parole à Christophe tout de suite. Ça marche, merci pour les deux introductions. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai mis deux bouquins, en fait. Un qui est que de moi, qui est donc La gauche du XXIe siècle, et un autre qui est sorti au même moment, qui s'appelle Le monde qui émerge, qui est un bouquin attaque, mais qui est un bouquin collectif, qui est fait en les quatre, à l'avoir coproduit. Moi, j'ai fait le chapitre sur les communs, mais qui porte sur les alternatives issues des mouvements sociaux, des forums sociaux, mais aussi des cercles intellectuels et académiques, et qui sont vraiment importants parce qu'ils donnent une toute autre perspective que ce que je vais appeler, dans ce que je vais vous raconter maintenant, le socialisme du XXe siècle. Bon, c'est ça le point de départ. Alors pourquoi est-ce que moi c'est vraiment une question qui me passionne et je suis vraiment ravi d'être ici parce que je suis vraiment du quartier, je suis à moins de 10 minutes à pied, mais j'ai la chance de pouvoir tourner un peu en France pour participer à ces discussions-là, pour faire un peu ce que je fais ici. Parce que je pense qu'on est à un moment de l'histoire qui est très particulier et sur lequel nos responsabilités sont particulièrement fortes. Je m'explique en deux mots. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Aucun souci, ça commence à peine, c'est le lever de rideau. Le moment particulier dans lequel on est un moment où on peut penser, ce qui est vrai, qu'il y a une partie des dépolitisation, de moins grande participation aux forces politiques, aux forces syndicales, aux forces associatives, mais où malgré tout, et c'est ça qui est vraiment nouveau, dans à peu près tous les pays de l'Ouest européen et de l'Amérique du Nord, on a des courants politiques, des mouvements politiques, des nébuleuses, appelez-les comme vous voulez, qui sont parfois en capacité de prendre le pouvoir. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Quelles que soient nos différences d'âge, parce qu'on n'a pas tous le même âge dans la salle, en gros, depuis la Deuxième Guerre mondiale, jamais la gauche radicale, dans ces pays-là relativement riches, Europe occidentale et Amérique du Nord, ne pouvait être candidat au pouvoir. Jamais. L'extrême gauche, auquel moi j'ai participé depuis les années 70, cherchait à déborder les socialistes, etc., en les poussant par des mobilisations populaires, mais on savait que c'est eux qui arriveraient au pouvoir. Et même le Parti communiste français, depuis la fin de la guerre, accepte que quand il y a une alternance, c'est les socialos. Et la seule chose que voulait faire le Parti communiste, c'est rééquilibrer la gauche. Montrer que dans la gauche, il peut y avoir un pôle plus ouvrier, plus radical, mais qui n'a jamais prétendu en tant que tel au pouvoir. Rappelez-vous, 65, vote Mitterrand, etc. Et ce qui s'est joué en France, c'est joué partout ailleurs. Il n'y a pas un pays où cette question-là s'est posée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je parle bien de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord, c'est tout à fait différent. Nicaragua, Vietnam, c'est des contextes qui n'ont absolument rien à voir dans des contextes de décolonisation ou de lutte antidictatoriale pour ce qui est de l'Amérique latine. Mais pour nous, c'est la nouvelle réalité. Et c'est une réalité qui est vraiment un changement total par rapport à ce qu'on a connu tous, et qui veut dire qu'on peut voir arriver au pouvoir des formations politiques qui entendent, prétendent, veulent changer radicalement les choses. Alors ça a commencé en Amérique latine il y a longtemps maintenant, il n'y a pas loin de 20 ans, puisque c'est Chavez qui a ouvert le bal, si on peut dire, en 2000, suivi de Lula, puis d'Evo Morales, de Correa, Rafael Correa en Équateur. Mais maintenant, c'est nous, les Européens et les Américains du Nord, qui sommes confrontés à cette nouvelle réalité, qui veut dire qu'on a des responsabilités fortes. Le nous étant un nous très large, c'est pas forcément ni ce groupe-là, la France Insoumise, ni un courant spécifique, mais collectivement, on a une responsabilité forte parce que cette situation est tout à fait nouvelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que il y a déjà la Grèce. La Grèce, on peut dire c'est tout à fait particulier parce qu'il y a une situation de crise majeure liée à la dette, toutes choses que vous connaissez, c'est vrai. Mais il n'y a pas que la Grèce. Il n'y a pas que la Grèce. Aux États-Unis, on a eu Trump, mais on a failli avoir Sanders. Et tout le monde voyait bien, on sait que Hillary Clinton, contrairement à ce que dit Trump, n'a pas truqué l'élection présidentielle, mais que par contre, le comité directeur du Parti démocrate a un peu truqué les primaires pour être sûr que ce ne soit pas Sanders qui gagne, mais Hillary Clinton. Et on voit bien maintenant que si Sanders l'avait emporté, il était capable de mordre sur un électorat ouvrier, souvent blanc, âgé, etc., qui a été l'électorat central de Trump, et que les choses n'étaient pas jouées. Donc on aurait pu avoir Sanders comme président des États-Unis d'Amérique, ce qui évidemment aurait tout changé.
On aurait tout changé. Et même pour nous, Européens, la question se pose à nouveau. Bon, je vous donne un exemple qui concerne vraiment la France insoumise. Moi, je ne croyais pas une seconde, comme quoi on peut faire des grosses erreurs de pronostic, que Mélenchon avait la moindre chance. Pour moi, s'il faisait autant qu'en 2012, c'était déjà bravo. Donc 11 et demi. Bon. Or, vous avez vu, il avait toute sa théorie que je ne partageais pas du tout, mais c'est lui qui avait raison, du petit trou de souris, etc. Bon, il n'a pas été au deuxième tour, il n'a pas été élu, ça c'est évident, on le sait tous. Mais malgré tout, il est monté beaucoup plus haut, ce qu'on pouvait tous penser. Et ce qui s'est joué en France pendant l'élection présidentielle peut se jouer dans beaucoup d'autres pays. Bon, on a alors des cas un peu étonnants. Bon, l'Islande, petit pays, 400 000 habitants, en novembre, une élection générale, et le nouveau Premier ministre, une Première ministre, en l'occurrence c'est une femme, et d'une organisation rouge et verte, qui pourrait ressembler un peu à ce qu'étaient les alternatives, pour ceux qui se rappellent des alternatives en France, ou un mélange de France Insoumise, d'ensemble, ce genre de truc. Elle est Première ministre. Alors la première chose qu'elle a fait, c'est de passer un accord avec les partis de droite. Je ne suis pas sûr qu'elle ait eu raison, mais je ne rentrerai pas dans le détail de la politique islandaise. Mais ça montre que ça arrive un peu partout. Et qu'on a comme ça, prenez dans un pays comme l'Angleterre, qui lui aussi a priori était plutôt pacifié, qui pouvait penser une seule seconde que Jeremy Corbyn arrive à gagner une première fois dans le Parti travailliste, une deuxième fois dans le Parti travailliste avec une plus grosse majorité, que contrairement à tous les pronostics, il soit quasiment à égalité avec les conservateurs aux élections de juin dernier, et puis enfin et surtout que si demain Theresa May est obligée de démissionner, ce qui n'est pas exclu, parce que les tensions au sein du Parti conservateur sont extrêmement fortes sur la question du Brexit, vous savez que la City et les gros... les partis les plus importants de la bourgeoisie, de la grosse bourgeoisie, veulent rester attachés à l'Europe, alors que les autres veulent en sortir à tout prix, donc ça crée des tensions très fortes. Tous les sondages montrent que si demain il y a une dissolution du Parlement britannique, c'est Jeremy Corbyn, le prochain Premier ministre, qui en fera le gouvernement le plus à gauche que n'ait jamais connu la Grande-Bretagne. Jamais. Peut-être depuis la Révolution du XVIIe siècle, c'est une autre époque, avec des acteurs tout à fait différents. Donc on a cette situation-là qui nous amène à prendre des responsabilités, je pense, importantes, mais aussi à réfléchir de ce qu'on veut faire une fois arrivé au pouvoir. Et c'est là où les choses se gâtent. Parce qu'on s'aperçoit d'abord qu'en prenant le bilan de l'Amérique latine, on va pouvoir en discuter, il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément des grands succès, on va en parler, même s'il y a eu des vraies avancées. Et puis on voit bien que chez nous non plus, l'affaire Tsipras en est un exemple, l'évolution du gouvernement grec. Donc l'idée, c'est d'avoir une discussion collective la plus large possible, pour ce qui nous concerne la France, mais c'est une discussion beaucoup plus large, sur qu'est-ce que pourrait être les alternatives et quels sont les débats qu'il faut avoir avant la possibilité d'une victoire. Je ne sais pas ce qui se passera en 2022, je ne pense pas que Macron va tomber demain, ça c'est des choses qu'on pourrait rêver mais qui probablement n'auront pas lieu. Il y aura beaucoup de luttes pendant ce quinquennat, ça c'est sûr, sur des sujets qu'on va voir, mais c'est sûr. Mais en 2022, les choses sont à nouveau ouvertes. Et parce que ce qu'on a derrière, et je crois que c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a cette montée de la gauche radicale, on a aussi, alors gauche ou pas gauche, peu importe le nom qu'on lui donne, mais des forces radicales anti-système, on a de l'autre côté la montée des forces racistes, conservatrices, xénophobes, fascistes, enfin tous les qualificatifs sont possibles, je ne vais pas en faire la liste, qui montent au même niveau. Parce qu'en fait, ce qu'on a, et c'est ça qui est la racine, l'explication politique de ce qui est en train de se jouer dans nos pays, c'est qu'on a un rejet massif de la mondialisation libérale qui nous avait été présenté comme la mondialisation heureuse, vous vous rappelez d'Alain Minc dans les années 90, et toutes les louanges sur les bénéfices que la mondialisation libérale allait nous apporter. Des mouvements comme Attaque, auxquels je participe depuis le début, ont réussi à faire un travail d'éducation populaire, de conviction, qui fait qu'il y a quand même une partie importante de la population qui s'est dit que c'était pas possible, mais c'était 10%, 15% maximum. Là, la crise de 2007-2008 et la réplique de cette crise en Europe, qui est la crise de la dette de 2010-2011, crée, je pense, un sentiment très très massif que les classes moyennes sont touchées et que c'est plus possible d'aller dans ce sens-là et de continuer comme ça. Mais ça produit un double effet. C'est une montée des réactionnaires, xénophobes, fascistes, etc. Et de l'autre côté, une montée de nous, un vaste nous, très différent d'un pays à l'autre. Et on a partout des forces à peu près comparables. Sanders, Trump se valaient à peu près. Le Pen, Mélenchon, c'était pas loin. Vous prenez la Hollande, vous prenez l'Angleterre avec Jeremy Corbyn, mais aussi le Brexit et l'UKIP. Vous pouvez comme ça retrouver à peu près partout le même type d'équilibre. Donc c'est des enjeux considérables. Parce que non seulement on peut arriver au pouvoir, mais les autres peuvent arriver au pouvoir aussi, c'est ce qu'on a vu avec Trump, avec tout ce que ça veut dire en termes de déséquilibres mondiaux. Enfin, je ne vais pas vous faire l'explication de pourquoi Trump n'est pas bien, mais je crois qu'on sera vite d'accord. C'est pas forcément le sujet de la conférence. Donc la discussion maintenant, moi qui m'intéresse, c'est de se poser la question, quels sont les débats qui agitent ceux qui sont arrivés au pouvoir et qui peuvent y arriver? Quelles sont les questions qu'il nous faut discuter à partir de l'Amérique latine? Et puis des exemples européens qu'on connaît, donc la Grèce, mais aussi l'Espagne avec Podemos, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans le bouquin. J'ai pris plusieurs
écoles de cas, hein, si on peut dire, qui sont l'Amérique latine et surtout le Brésil avec Lula, la Grèce, l'Espagne et l'Italie de refondation communiste qui avait été importante dans les années 90 au début du mouvement altermondialiste. Bon, ça c'est un peu les 4 cas sur lesquels je me suis un peu étendu. Et puis, alors ça c'est l'autre bouquin, celui qui s'appelle Le Monde qui émerge, hein, qui vient d'un projet qui s'appelle Les alternatives systémiques. C'est l'idée d'explorer les idées différentes de ce qu'on pouvait connaître et qu'on a appris par les forums sociaux, par les différents mouvements, par les discussions académiques. Donc on va retrouver la décroissance que vous avez discuté ici, la question des communs, je vais vous dire quelques mots dessus parce que c'est une des choses qui m'apparaît les plus importantes. On va retrouver l'écoféminisme, on va retrouver venant des Andes, Bolivie, Pérou, Équateur, l'idée du buen vivir, c'est-à-dire de jouer plus sur le qualitatif et la relation entre être humain, nature, environnement, la question des droits de la nature, et c'est des choses qui nous ont tous beaucoup perturbés. Moi, je suis comme vous, j'étais un enfant de Descartes, la rationalité française, enfin tout ce qu'on connaît bien. Et puis, quand on rencontre quelqu'un qui vous dit, d'accord, mais quand vous avez un criminel, même qui peut avoir tué 10, 20, 30 personnes et qu'il est soumis à un jugement, il a droit à un avocat. Pourquoi est-ce que les arbres, les animaux, les montagnes, les rivières n'auraient pas le droit, elles aussi, à être défendues? Est-ce qu'il n'y a pas des droits spécifiques aux non-humains? Bon, c'est des choses qu'on n'a jamais pensé comme ça, en tout cas pour moi, je pense pour la plupart d'entre nous, et ça nous a obligés à faire un pas de côté, à comprendre qu'on pouvait avoir un rapport différent à notre environnement. Alors ça va avec un tournant écologiste qui est beaucoup plus vaste, que Mélenchon a bien pris, pour moi aucun souci, qui avait pris des tas de mouvements, je pense au Parti de gauche, Ensemble, qui avait déjà tourné, et Hamon a tourné aussi, ce qui est bien sur ces questions-là. Donc on a une évolution qui était intéressante, mais qu'il faut vraiment creuser au fond. Et quand on regarde les expériences à la fois des latino-américains et des européens, on s'aperçoit qu'il y a 3 questions qui reviennent en permanence. Une question qui est très ancienne, et sur laquelle je ne vais pas être trop long, mais je vais quand même donner 2 exemples, qui est le degré de la rupture. Jusqu'où on va dans la rupture avec l'ordre ancien, l'ordre existant, les pouvoirs existants, qu'ils soient politiques, économiques. Première question. Deuxième question, c'est quel est le modèle de développement? Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Est-ce que c'est ce qu'on appelle, nous, le productivisme, ce que les latinos appellent l'extractivisme, ou un autre modèle? Puis la troisième question, qui est à mon avis très liée à la deuxième, c'est quel type de démocratie? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle démocratie qu'on veut pratiquer, à la fois dans nos mouvements, France Insoumise comme d'autres, et puis plus globalement à l'échelle d'un pays, d'un continent, voire de l'humanité. C'est les 3 questions qu'on va retrouver tout le temps. Alors la première, je vais aller relativement vite, parce qu'elle est assez connue. Elle a divisé l'extrême gauche et les réformistes, les communistes et les socialistes. C'est des débats qu'on a depuis un siècle et demi, au moins, celle de la rupture, mais qui est intéressante aujourd'hui, parce que le cadre des victoires de ces gouvernements de gauche, ou de ceux qui peuvent y arriver, est très différent de ce qu'on avait connu au XXe siècle. Au XXe siècle, l'arrivée au pouvoir des radicaux, c'était toujours des révolutions, des guerres mondiales, des guerres populaires prolongées, des guérillas plus ou moins paysannes à la cubaine ou à la nicaraguayenne. C'était jamais un processus électoral. Là, par contre, partout, c'est des processus électoraux. Et tout le monde, y compris la France Insoumise, et je pense que c'est juste, pense que c'est ce qu'il faut développer. J'ai entendu personne dans la France Insoumise en disant l'élection piège à con, allons chercher le fusil du grand-père. C'est pas ça qu'on discute. Et je pense qu'on a raison de ne pas aller chercher le fusil du grand-père, ce qui pose des tas d'autres problèmes que je ne vais pas développer. Et donc, vous voyez, on est tous dans l'idée qu'on peut gagner par le biais électoral. Mais le biais électoral, et c'est ça qui est intéressant, ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ruptures possibles. Et je vais donner 2 exemples, qui est le Brésil de Lula et la Grèce de Tsipras. Le Brésil de Lula, c'est un cas vraiment intéressant, parce que Lula a gagné en 2002, fin 2001, il arrive au pouvoir en 2002, et il avait un slogan qui était sympathique, qui lui a peut-être ramené des voix, qui était « Lulinha, paz y amor ». Qui voulait dire petit Lula, Lula est petit donc ça collait bien, puis il est rond donc ça collait bien à l'image physique qu'il dégage, paz y amor, paix et amour, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Mais c'était à la fois sympathique, aucun problème avec le slogan en tant que tel, mais ça voulait déjà dire qu'il ne voulait surtout pas renverser la table. Or, le Brésil avait un système électoral très particulier, issu de la fin de la dictature et qui existait bien avant Lula, qui était le fait que l'Assemblée nationale, en Amérique latine, la plupart du temps, on est dans un copier-coller à des variantes près du système nord-américain. C'est du vrai présidentialisme, donc vous avez une administration qui a pas mal de pouvoir, mais qui ne peut pas dissoudre le Parlement, puis vous avez un Parlement à côté. C'est ce qu'ont Trump et la Chambre. C'est un peu le même principe au Brésil, dans la plupart des pays latinos. Donc dans ce système-là, la Chambre n'est jamais contrôlée par le parti qui a gagné la présidentielle. C'est très différent de la France, à cet égard. Par exemple, le PT a obtenu au plus, à son plus haut niveau historique, 20% des députés, jamais plus. Et ce qui est vrai pour le PT était vrai pour d'autres. Et on a un Parlement qui était vraiment tenu par ce qui s'appelle des ruralistes, qui sont des latifundistes locaux dans les différents États du pays, et qui se vendaient au plus offrant, au point que le Brésil a été obligé de créer un système qui est un peu, à mon avis, unique au monde, qui est une espèce de mercato annuel où les députés peuvent changer de parti mais seulement un mois dans l'année.
Et évidemment, en changeant de parti, on va dans celui qui nous rapporte le plus. Alors, soit par une loi qui amnistie les déforestateurs de l'Amazonie ou toute autre chose, mais aussi ceux qui donnent de l'argent dans la poche. Bon. Quand Lula est arrivé au pouvoir, il n'a pas voulu faire ce qu'ont fait Chavez, Evo Morales et Rafael Correa, qui était de faire une constituante pour changer ce système, parce qu'il ne voulait pas se heurter au pouvoir en place. Et donc très vite, pour avoir une majorité au Parlement, la seule chose qu'il a pu faire, c'est ce que faisaient tous les autres avant, hein, il n'était pas pire que les autres, hein, il a fait comme les autres, c'est le mensalao, c'est-à-dire l'enveloppe, et on donne de l'argent pour être sûr que le député vote pour vous. Hein, bon. Et ce système-là, vous savez ce que c'est que la corruption, hein, vous commencez comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça a coûté le pouvoir à Dilma Rousseff, qui n'était pas particulièrement coupable, hein, quand vous prenez la façon dont elle a été démise, c'était vraiment un coup d'État parlementaire, hein, comme disent les Brésiliens, mais malgré tout, le PT avait donné beaucoup d'éléments à charge pour expliquer pourquoi ils ont pu être démis si facilement, en tout cas relativement facilement. Et là, on voit bien qu'une rupture aurait été possible dès le début. Le PT ne l'a pas fait pour des tas de raisons, hein. J'ai essayé d'expliquer un peu dans le bouquin, ou qu'on pourra discuter si vous voulez, mais qui n'ont pas fait. Tsipras, même chose. Hein, bon. Tsipras est élu donc, en janvier 2015. Hein, bon. C'est une situation qui est difficile à deux niveaux. D'abord parce qu'en Grèce, le poids de la Grèce et de la dette est écrasant, hein, bon, ça on connaît tous, mais aussi parce que tout ce qui avait été les mouvements sociaux européens était une situation d'assez grande faiblesse. Hein. Bon, on a créé, et Atta qui a joué un rôle il y a maintenant 20 ans, les forums sociaux européens, hein, qui ont donné des résultats vraiment importants, parce qu'on a fait des énormes manifestations contre la guerre en Irak en 2003, sur des tas de sujets en Europe. Hein, bon. Mais ça a disparu il y a maintenant une petite dizaine d'années, il n'y a plus de forum social européen. Les Belges ont tenté, les syndicalistes belges, de lancer un autre processus qui s'appelle l'Alter Summit, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui n'a pas vraiment marché. Donc quand Tsipras arrive au pouvoir, il n'y a pas de cadre européen naturel qui permettrait de mobiliser. Il n'y a pas vraiment de parti européen, le parti de gauche européen, c'est un peu une fiction. La CES, la Confédération européenne des syndicats, c'est un appareil très bureaucratique. Il n'y a pas de vraie vie, hein, de mouvements sociaux européens. Mais, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette ambiance, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a un peu moins de 3 ans, il y a eu beaucoup d'émotions dans le pays. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais au meeting de JAPI, il y avait les Verts, la gauche socialiste, enfin la gauche au sens les hammonistes, hein, ceux qui allaient devenir les frondeurs et les hammonistes, parti de gauche, ensemble, PC, NPA, tout le monde était là. Hein, tout le monde était là. Et on voyait bien que s'il y avait eu un appel d'Athènes pour faire une conférence ouverte ou quoi que ce soit qui aurait permis de mobiliser, de recréer les conditions, eh ben, on aurait eu du monde. Beaucoup d'Allemands, parce qu'ils se sentaient culpabiliser la gauche allemande par la position de leur gouvernement, hein, bon, mais aussi les Français et les Italiens évidemment et tous les autres. Bon. Mais le gouvernement grec n'a pas voulu faire ça. Il n'a pas voulu faire ça parce que quand on mobilise comme ça, c'est-à-dire que les gens vous demandent des comptes. Hein, aussi. Et ils ne voulaient pas avoir des comptes à donner à quelconque mouvement tant grec qu'européen parce qu'ils espéraient gagner par la négociation. Mais en négociant, ils ont refusé de faire ce qui est quand même le b.a.-ba dans une négociation, c'est d'avoir les moyens de faire un petit bras de fer, hein, donc en ayant un plan B. Hein, ce que Yanis Varoufakis a tenté de faire, hein, vous vous rappelez de son plan, il est discutable, hein, je ne veux pas rentrer dans le système monétaire qu'il avait échafaudé, ce n'est pas la discussion, mais ce qui est frappant, c'est que Tsipras et le gouvernement a refusé tout de suite. Hein, c'est-à-dire que ni par la mobilisation sociale, qu'elle soit grecque ou européenne, ni par un rapport de force en disant un peu ce que dit Mélenchon sur plan A, plan B, que je partage, hein, c'est pas bon. Tsipras s'est coupé la main. Hein, et donc à la fin a signé exactement ce qu'il avait garanti qu'il ne signerait pas. Donc on voit là aussi que l'absence de rupture, là plus compliquée, parce qu'il y a un cadre européen à construire, etc., mais a coûté très cher, et c'est une expérience qui est assez dramatique hein, pour nous tous, hein, pour la gauche européenne dans son ensemble. Donc on a ce débat-là qu'on retrouve un peu partout. Hein, bon, je ne dirai pas plus là-dessus, on pourra le faire s'il y a des discussions, mais les deux autres questions, et c'est là-dessus que je voudrais me concentrer un tout petit peu, m'apparaissent absolument centrales. Une, c'est tout ce qui a trait au modèle de développement, et la deuxième chose, c'est tout ce qui a trait au système démocratique, au mécanisme démocratique qui serait possible de mettre en œuvre, et vous verrez que les deux sont très liés. Le modèle de développement, ça nous oblige à faire un petit retour en arrière sur ce qu'était le socialisme du XXe siècle. Et ça, c'est une question qui, moi, m'a beaucoup intrigué, donc j'ai essayé de reprendre un peu tous les bouquins, les textes, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un passage à la fin du 19e, début du 20e, où la doctrine au sens positif du terme, du mouvement socialiste en général, hein, avec ses différentes composantes, et y compris du mouvement social, va changer radicalement. Hein, bon. Au 19e siècle, quand vous lisez évidemment Owens, hein, qui est le premier socialiste britannique, celui du mouvement chartiste, qui est un coopérativiste avant tout, c'est les coopératives au cœur. Bon. Quand vous continuez un petit peu en France, vous prenez Proudhon, c'est évidemment les coopératives et l'artisanat au cœur. Même Marx, hein, contrairement à ce que beaucoup lui reprochent, moi j'ai vraiment relu le manifeste d'inauguration de l'AIT de l'Association internationale des travailleurs, la guerre civile en France où il fait le bilan de la commune, ou encore plus le critique du programme de Gotha. C'est très anti-étatiste et très coopérativiste.
coopérativiste, hein, la position de Marx, et on peut dire que c'est quand même ça l'état d'esprit général du mouvement ouvrier européen, qu'il soit syndical, politique, associatif à ce moment-là. Et puis les choses vont basculer à la fin du 19e, où plusieurs choses vont arriver en même temps, hein, et vont conduire à un changement de perspective, avec beaucoup de débats hein, au sein du mouvement ouvrier, qu'il soit syndical ou politique. Première chose, c'est la fin de la mondialisation du 19e siècle. Quand Marx écrit le manifeste du Parti communiste, les Britanniques avaient réussi à faire ce que les Américains ont réussi à faire maintenant, c'est-à-dire avoir une mondialisation qui les servait, puisque c'était la puissance dominante du 19e siècle, et qui va continuer jusqu'en 1885-86, et qui commence à se fracturer à partir de là. C'est les Allemands qui augmentent les droits de douane, dans un système où en fait des puissances vont émerger en opposition et en compétition avec la Grande-Bretagne. Hein. L'Allemagne, les États-Unis, un peu la France, un peu la Russie, le Japon, et qui vont chacun construire, disons, des barrières tarifaires qui vont démanteler, si on peut dire, cette espèce de mondialisation avant l'heure, hein, celle du 19e siècle, et aussi relancer une course au colonialisme qui n'existait pas vraiment au 19e siècle. Hein. Au 19e siècle, avec les Français qui étaient assez demeurés pour aller faire une guerre coloniale en Algérie. Hein. Bon, tous les autres, c'était la grande libération des Amériques, hein, États-Unis, Haïti, hein, deuxième État libre des Amériques, et puis tout le reste, hein, avec différents mouvements, Bolivar, Martí et tous les autres. Donc le 19e siècle n'est pas un grand siècle de colonisation, sauf à la fin, où justement parce que les États-nations se disent qu'ils ont besoin d'un arrière-plan, on va relancer le colonialisme, conférence de Berlin, partage de l'Afrique, Moyen-Orient, surtout Extrême-Orient, enfin toutes les choses qu'on connaît. Donc on a une montée comme ça des États-nations qui prennent un poids très très important, et au même moment, on a une énorme révolution scientifique, puis technologique, puis industrielle, qui va créer l'essentiel de ce qui nous entoure. Hein. On peut dire que les habits, c'est la première révolution industrielle, 18e plus exactement, que les ordinateurs, c'est récent, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, mais que tout le reste, hein, les frigidaires, les voitures, les avions, la télé, enfin vraiment tout ce qui nous entoure, hein, bon, ça vient de la deuxième révolution industrielle, qui est vraiment la fin du 19e siècle, début du 20e. Et c'est la création de grands réseaux, électricité, téléphone, etc., et de l'idée qu'on va pouvoir, par ces réseaux-là, donner à l'État un pouvoir considérable qui soit va servir les grands groupes, ça c'est le capitalisme, soit va pouvoir être utilisé par le mouvement ouvrier pour aller vers le socialisme. C'est ce que va commencer à penser tout le mouvement socialiste, qu'il soit syndical ou associatif ou politique, à la fin du 19e. Il y a des formules qui sont incroyables quand on les relit. Par exemple, Karl Kautsky, hein, qui est un social-démocrate, hein, qui est le principal penseur de la deuxième internationale, hein, c'est l'internationale socialiste de l'époque, écrit dans un débat comme si on discutait ici, on lui demande mais c'est quoi le socialisme? Il dit c'est très simple, c'est l'administration des chemins de fer élevée à l'échelle de la société. C'est-à-dire qu'on va organiser la société comme la SNCF. Bon. Aujourd'hui, imaginez, et je ne parle pas qu'aux plus jeunes, hein, si on nous dit, voilà, c'est ça notre futur, qui a envie de vivre dans une société qui serait organisée comme la SNCF, même si, comme on est l'avant-garde, on sera tous chefs de gare, hein, rassurez-vous, on aura tous une breloque et un petit drapeau pour arrêter les trains. Bon. Mais c'est évidemment, personne rêve de ça, c'est un autre monde. Hein, bon. Lénine poursuit un peu ça en Union soviétique, hein, vous vous rappelez de la formule, le communisme c'est les soviets plus l'électricité. Voilà, cette idée un peu que la science et la technologie allaient tout sauver. Hein, bon. Et on va voir arriver par la droite du mouvement ouvrier des idées qui vont s'imposer au XXe siècle. Il faut nationaliser l'économie. Hein, ça, l'essentiel du mouvement socialiste est opposé à cette idée jusqu'à la fin du 19e. Hein. Marx parle uniquement des mines et des terres, c'est très particulier ce qu'ils envisagent de nationaliser parce qu'ils sont coopérativistes. Hein, bon. Et c'est chez nous en France, ce qu'on a appelé, pour ceux qui s'intéressent à ce petit courant, il a été gros, hein, les possibilistes hein, de Brousse, qui était vraiment la partie droite du socialisme français, hein, bon, celle qui a fini avec Mitterrand, hein, le premier à entrer dans un gouvernement bourgeois au début du XXe siècle, hein, bon, qui vont défendre les nationalisations contre tous les autres. Les guédistes, qui sont des marxistes orthodoxes ennuyeux, hein, enfin, c'est mon avis personnel, les proudhoniens, les blanquistes, tous les autres sont contre ça, mais les possibilistes avancent les nationalisations. Et puis en Angleterre, c'est un courant qu'on appelle les Fabiens, hein, qui est une espèce de groupe intellectuel assez anti-marxiste, mais qui va défendre aussi l'idée des nationalisations, et le mouvement syndical va le reprendre, puis le Labour Party quand il va se créer, en 1906. Et puis très vite, avec les nationalisations, c'est la planification. Hein, donc on a une espèce d'opposition terme à terme, contre la propriété privée, on a une propriété publique, mais qui est en fait une propriété étatique, hein, qui n'est pas une propriété sociale, hein, qui est une propriété étatique, et contre les lois du marché qui déséquilibrent avec les crises cycliques qu'on connaît tous, on planifie l'économie. Hein, bon. Et cette idée-là, c'est ce qui va porter tout le mouvement ouvrier du XXe siècle. Hein. Moi, j'ai l'âge pour avoir connu, on est quelques-uns, le programme commun de la gauche, rappelez-vous, hein, c'était ça au cœur. Hein. Bon, alors, la CFDT rajoutait autogestion, il y avait nationalisation, planification, ils mettaient un peu d'autogestion. Hein. Bon, enfin, c'était quand même nationalisation et planification. Et l'extrême gauche dont je faisais partie, on critiquait le programme commun, pas à cause des nationalisations et de la planification, on disait il n'y en a pas assez, il faudrait en faire plus. Donc on voulait en rajouter encore. Donc il y avait une espèce de
de doctrines communes, avec des variantes, tout le monde n'était pas d'accord sur tout, mais qui étaient celles du mouvement ouvrier. Et ça s'appuyait évidemment sur le productivisme. La croissance était jugée comme l'alpha et l'oméga, donc il faut investir, il faut faire de la relance économique, toutes choses qu'on continue à entendre. Et y compris en partie dans certains de la France Insoumise. On voit qu'il y a des contradictions. C'est-à-dire quand vous lisez le programme de la France Insoumise, que je partage, il y a beaucoup de choses qui sont très écolo, refus du productivisme à 100%, et puis de temps en temps on entend des petites voix, mais il faut relancer l'économie. Et on a toujours cette espèce de bascule, on voit bien qu'on est entre les deux eaux, que les choses ne sont pas complètement réglées, mais ce débat, quand on prend l'Amérique latine par exemple, a coupé en deux toutes les gauches et l'essentiel malheureusement des mouvements sociaux, pour savoir qu'est-ce qu'on fait par exemple du pétrole, qu'est-ce qu'on fait du gaz. Au Brésil par exemple, c'est toute une discussion parce qu'il y a du pétrole mais qui est sous des couches de sel à 2000 mètres dans la mer, c'est des choses qui sont terribles sur le plan écologique. Le mouvement syndical défend l'idée qu'il faut aller l'exploiter au plus vite, parce que c'est la propriété du peuple brésilien, il ne faut pas que ce soit l'impérialisme. Donc au nom de l'anti-impérialisme, on justifie une politique productiviste. Et on a des scénarios qui sont dramatiques. L'affaire du Venezuela, par exemple, est terrible, parce que Chavez arrive au pouvoir dans un moment où le Venezuela est pourri par le pétrole bien avant Chavez. Chavez n'a rien inventé, ça date depuis au moins les années 73. C'est-à-dire en fait le boom du pétrole qui a suivi la guerre de Yom Kippour et la pression qu'ont fait les États pétroliers du Golfe pour faire monter le prix du pétrole. Donc là, ça a commencé à faire remplir les caisses du Venezuela, et on a un État qui, quand Chavez arrive au pouvoir, a 90% de son pays, de son budget plus exactement, qui dépend du pétrole. 90%, c'est pas les impôts, c'est le pétrole. Quand Maduro, l'année dernière, fait les comptes du pays, c'est à nouveau 90%. C'est-à-dire qu'en 18 ans, rien n'a changé. C'est une économie qui n'est restée que pétrolière. Alors, il faut faire attention, parce que ça ne se change pas d'un claquement de doigts. Quand vous avez un pays qui vit avec la drogue, du pétrole et de l'argent facile depuis maintenant quasi un demi-siècle, voire plus, c'est pas en 2 jours que vous dites « allez, c'est terminé ». Pour prendre un seul exemple, le Venezuela n'a plus l'agriculture depuis très longtemps. Parce que le pétrole aboutissait à une essence très peu chère, qui est moins chère que l'eau minérale, et quand vous êtes paysan et qu'on vous donne le choix de gratter la terre, c'est quand même un travail difficile, même en permaculture, je pense à votre débat, ou prendre 2 jerrycans d'essence, passer la frontière colombienne, le vendre à $30 et revenir avec $30 dans la poche, le choix est vite fait. Donc quasiment tous les produits agricoles vénézuéliens viennent de la Colombie. Chavez était convaincu de ça. Il a essayé d'en faire. On ne recrée pas une paysannerie en 3 jours. Ce n'est pas un processus qui est si simple. Enfin, on connaît tous ça. Donc il y a eu des efforts de fait, mais qui n'ont pas abouti. Et puis derrière, on voit bien qu'on a continué le modèle en allant jusqu'au drame actuel. C'est une situation d'un pays qui explose, où la baisse du coût du pétrole a. Enfin, je ne fais pas un baratin que vous connaissez, on y reviendra s'il y a besoin. Et donc là, cette question-là est centrale. Et pour moi, et c'est en ça que le deuxième bouquin, celui sur les alternatives systémiques, m'intéresse aussi, c'est que il y a d'autres pratiques qui sont possibles. Celle de ce qu'on appelle la défense des biens communs ou des communs, on peut discuter de la meilleure formule, est à mon avis la meilleure. Parce que c'est l'idée que contre le capitalisme, on n'est pas obligé d'être étatiste. On peut être autrement anticapitaliste. Et les communs, c'est ça. Alors les communs, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, ça vient du Moyen-Âge européen, puisque c'est en Angleterre au XIIIe siècle, la charte des forêts et des communs qui en est le premier texte écrit. Mais c'est des pratiques qu'on retrouve en France. Eleanor Ostrom, qui est la seule femme qui a eu le prix Nobel d'économie, raconte bien, explique bien comment ça fonctionne dans les Alpes. Alors elle a fait plutôt les Alpes suisses, mais c'est pareil dans les Alpes françaises. Comment est-ce que les alpages sont gérés collectivement par les paysans? Moi, j'ai la chance de passer un bout de ma vie dans l'est de la France. On a ce qu'on appelle les affouages. Les affouages, c'est le fait que dans les villages, c'est vraiment tout l'est de la France, tous les 2-3 ans, quand il faut gérer la forêt, on fait des partages tirés au sort. Les paysans, comme les habitants, tiennent beaucoup à ce soit tirés au sort. Et chacun va avec sa tronçonneuse couper son bois, et comme ça, on a du bois de chauffage gratuit. Enfin, gratuit. Il faut quand même le faire. Le bois a un énorme avantage, je le dis pour ceux qui s'intéressent à l'énergie. Les paysans utilisent toujours la formule que c'est la meilleure énergie, mais c'est la seule qui chauffe 2 fois. Quand on la brûle, mais aussi quand on la coupe. C'est vraiment ça que sont les affouages. Mais tout ça, ça vient du Moyen-Âge. Je ne rentre pas dans l'histoire, on pourra y revenir si vous voulez, mais on a l'avantage d'avoir une deuxième génération des communs, qui sont les coopératives du 19e, qui sont ceux que porte le mouvement socialiste au 19e, et qui ont été mis sous le tapis
par les syndicats et les partis de gauche au XXe. On n'en parlait plus, les coopératives, hein, voire même on les dénigrait. Hein, bon. Et puis on va voir arriver de nouvelles générations de communs récemment, hein, celle de la connaissance, hein, c'est l'Internet, c'est surtout Wikipédia, c'est OpenStreetMap, c'est des tas de réalisations qui sont souvent un accès gratuit à la connaissance, hein, qui sont très intéressantes parce qu'ils ne sont faits ni par l'État, c'est pas le ministère de l'Éducation nationale, hein, c'est ni Najat Vallaud-Belkacem ni Blanquer qui ont fait ça, rassurez-vous, ni le marché capitaliste, c'est nous. Hein, bon. Et maintenant, nos bêtises nous font disparaître de la surface du globe, il y aura à nouveau de l'air et de l'eau, mais quand on est confronté, nous, à la gestion des biens naturels, parce qu'il y a de la pollution de l'air, parce qu'il y a un problème d'inondation, hein, ce qu'on a vu récemment à Paris, parce qu'on veut gérer différemment telle et telle ressource naturelle, comme les Alpes suisses, hein, ça c'est le boulot d'Elinor Ostrom, on peut les gérer comme des biens communs. Hein, bon. Et donc là, on voit qu'on peut avoir une autre façon de gérer le commun, hein, donc en fait, ce qu'on pourrait appeler le socialisme, appelons-le comme les mots n'ont pas d'importance, hein, mais en tout cas, ce qui est une réponse au capitalisme, sans être étatiste. Hein, bon. Et c'est vraiment intéressant parce que tous ces communs, qu'a priori on peut considérer comme très différents les uns des autres, entre une coopérative, les affouages, Wikipédia, enfin tout ça n'a rien à voir a priori, mais il n'y a qu'une chose qui est commune au commun, c'est que si on ne s'en occupe pas, il meurt. Et donc c'est une incitation à l'implication. Hein, et ça c'est quand même au cœur de l'émancipation humaine. Hein, c'est nous qui gérons nos propres affaires. On ne délègue pas toujours à un État, on ne délègue pas toujours à un capitaliste, on peut prendre en charge nos affaires. Hein, bon. Et ça, c'est au cœur de tous les communs. Prenez Wikipédia, moi je regardais les derniers résultats électoraux, là, parce qu'il y a les primaires il y a 15 jours, ben, le soir même, tous les résultats étaient donnés. Mais si quelqu'un ne se charge pas d'écrire ça, ben personne. Qui lit aujourd'hui les encyclopédies du fin du 19e? Plus personne, sauf les historiens, aucun d'entre nous. Bon. Et donc le fait de mettre à jour Wikipédia est déterminant. S'il n'est plus mis à jour, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il sera mort. Hein, bon. Les affouages, même chose. Si les paysans, les habitants ne veulent pas prendre la tronçonneuse pour aller avec les copains couper le bois, eh ben, la commune, elle fera une adjudication, quoi, elle fera un appel d'offres. Et donc ce sera le capitalisme qui l'emportera, etc., etc., etc. Mais donc c'est une incitation à l'action, à la prise en charge directe par les habitants, et ça c'est central. Et puis c'est un autre avantage, la logique des communs, c'est qu'on peut l'utiliser aussi vis-à-vis de l'État comme vis-à-vis du marché. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai aucune illusion sur l'idée que les communs remplaceraient tout. Hein, le marché existait bien avant le capitalisme. Hein, les Grecs et les Phéniciens échangeaient des biens et des services avec des monnaies différentes et variées. Donc le marché préexistait au capitalisme. Hein, bon. De la même façon, l'État existe lui aussi bien avant le capitalisme. Hein, on peut estimer que c'est entre Sumer dans l'actuel Irak ou dans la Chine antique que les premières formes d'État apparaissent. Bon, et il y aura toujours des États. Bon, mais les États, c'est de la délégation. Hein, et on a besoin de délégation, hein, attention. Hein, moi, je suis vraiment convaincu que la nationalisation, ce n'est pas la solution, mais que les services publics sont très utiles en même temps. Hein, bon, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'écoles, on a besoin de toute une série de services municipaux divers et variés. Et le pire serait de les confier au marché, bien évidemment. Mais dans ces services publics, il ne faut pas avoir l'illusion qu'on est nous-mêmes maîtres des choses. On a besoin de gens qui ont un savoir que nous n'avons pas. Imaginez que vous ayez besoin de vous faire opérer demain pour une maladie quelconque, vous n'avez pas envie d'avoir un charcutier qui arrive, tiens, je vais faire une expérience. Quoi. Vous avez un bon médecin qui a fait 8 à 10 ans d'études, et tant mieux. Pareil quand nos enfants vont à l'école ou toute autre chose. Donc on a besoin d'accepter de déléguer. Mais cette délégation ne doit pas être absolue. Or, souvent, le défaut de l'État, c'est que la délégation est absolue. On dit oui, docteur, au grand médecin, on ne discute pas ce qu'il nous dit, on dit oui au mandarin universitaire, on ne discute pas ce qu'il nous dit, et ça, c'est une école de la soumission. Hein, bon, et donc, il faut être capable à la fois d'accepter qu'on a besoin de gens qui ont fait les études de médecine ou tout autre, je donne ça parce que c'est le plus parlant pour nous tous, on connaît tous des expériences de ce type, mais qu'en même temps, nous avons besoin d'être aussi debout et de discuter avec eux en ayant lu Internet, en ayant regardé, parfois on va dire des bêtises, on ne comprendra pas, mais c'est pas grave. On a le droit, il est même utile qu'on s'organise. Regardez le film sur le sida avec 120 battements, regardez la lutte de ceux qui se sont battus sur le sang contaminé. Il y a des tas d'associations de malades qui jouent un rôle très très important dans la démocratisation, dans l'équilibre des pouvoirs. Hein, ça ne retire pas le pouvoir de la délégation et de l'État, mais ça le rééquilibre. Hein, bon. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a des Croates qui sont en train de travailler là-dessus, on le dit en anglais, how to commonize the state. Comment rendre l'État sous forme de commun. Hein, en français, je vais te faire des périphrases un peu compliquées, mais cette idée du commoning, c'est-à-dire de faire commun,
est très important parce que c'est cette idée de l'implication directe et ça permet aussi de se dire qu'on peut comme ça être acteur, y compris dans des structures de type étatiste. Je donne l'exemple de l'école, de l'hôpital, mais on pourrait parler de tas d'autres. Bon. Voilà un peu l'intérêt de la logique des communs. Et ça me permettra de rester dans les temps pour laisser la discussion être la plus large possible, de réfléchir aussi à un autre modèle démocratique. Parce que la démocratie, c'est aussi une énigme pour moi sur laquelle j'ai essayé de travailler un peu. En fait, ce que couramment on appelle la démocratie, c'est l'élection. La démocratie, c'est le fait d'avoir la liberté de vote et on va voter pour le candidat qui nous plaît. Alors, je ne dis pas que tout le monde pense ça ici, mais je dis que c'est la façon la plus, quand on parle de démocratie, c'est souvent ça qu'on répond. Bon. Or, l'élection, et Montesquieu l'a prouvé dès le XVIIIe, c'est pas nouveau, a des défauts et pose des problèmes évidents parce que l'élection est une sélection. Ça vient de la sélection du roi. Au début, c'était entre aristocrates que était élu le roi. Et on sait tous que quand on élit, on choisit le meilleur. Et qui est le meilleur? C'est souvent un homme blanc d'un certain âge, c'est plus moi que vous. Bon, mais en plus, c'est mieux s'il a fait l'ENA, ce qui n'est pas mon cas. Bon, et si j'avais fait l'ENA, j'avais vraiment une bonne chance d'être élu, parce que c'est ça ce que sont les meilleurs, c'est les hommes blancs âgés qui ont fait l'ENA. Bon. Mais ce qui est la réalité de nos gouvernements. Hollande, Sarko, Chirac, Macron, regardez le jeune, quand même. Non, il est un peu plus jeune. Et regardez le nombre d'énarques dans chacun de ces gouvernements. C'est la majorité des ministres. C'est-à-dire on est gouverné par des gens qui viennent des 200-300 énarques, quasiment toujours des hommes, enfin le plus souvent, bon, qui monopolisent absolument le pouvoir. Alors, aux États-Unis, on appelle ça l'establishment, mais c'est le même principe. Et ça, c'est le produit même de l'élection. Et si on travaille un peu sur le plan historique, on s'aperçoit que ceux qui ont défendu le modèle électoral comme modèle démocratique au moment des révolutions françaises et américaines l'ont fait pour que le peuple ne vote pas. C'était le même argument qui était celui pour ne pas donner le vote aux femmes. Vous savez qu'en France, la gauche était contre le vote féminin. Bon, vous savez pourquoi. Il y avait quand même une raison. La gauche n'était pas devenue folle. Bon, il y avait évidemment le patriarcat, etc. Mais il y avait une raison technique. C'est que les femmes étaient jugées comme étant des grenouilles de bénitier. C'est-à-dire que les femmes étaient soumises au curé. Et le curé leur disait quoi voter. Donc si les femmes votaient, la gauche ne pourrait jamais arriver au pouvoir. C'est ce que pensait la gauche, à tort, évidemment. Voilà, c'est la présentation qui était faite à l'époque. C'est absurde, il ne faut évidemment pas croire à toutes ces balivernes, mais c'est ça qui était raconté. Quand Sieyès défend l'idée qu'il ne faut surtout pas que que le peuple puisse décider par un vote direct, par exemple, c'est tout simplement parce qu'il pensait qu'il demanderait le roi. Il y avait l'idée que les Chouans et tout autre étaient encore catholiques, ils étaient tous des grenouilles de bénitier, là, hommes et femmes, pas de problème, c'était les mêmes, mais qu'en plus ils étaient royalistes. Donc il fallait surtout éviter ça. Et donc l'idée, alors aux États-Unis c'est Madison qui théorise ça, lui il dit qu'il ne faut pas que ce soit un démagogue. Donc il crée un système compliqué à deux niveaux qui lui est revenu comme un malheureux est mort depuis 2 siècles, mais qui est revenu dans les institutions américaines comme un râteau, parce que Trump a été élu contre le vote populaire, grâce à ce système qui était censé protéger les institutions, parce que les deux, Sieyès et Madison, expliquaient que l'intérêt de l'élection, c'est comme on choisit les meilleurs, on a la garantie que les élites soient toujours au pouvoir. Ils avaient compris le principe même de l'élection. Donc ça, je pense qu'il faut le démonter et le comprendre. Donc je pense que c'est utile de faire, je sais que dans France Insoumise, il y a beaucoup de réflexions sur ça, ce que je partage tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment être capable de comprendre les mécanismes internes à l'élection. Mais contre ça, on a vu monter des idées que je trouve aussi problématiques, en particulier en Amérique latine et un peu en Espagne surtout. Moins que dans la France Insoumise, il y a des choses qui sont dites là-dessus sur Mélenchon qui ne sont pas justes. Mais qui était l'idée de ce qu'on a appelé le populisme de gauche, les théories de Laclos, Mouffe, qui est l'idée que à un moment donné historique, on peut avoir à la fois des mots et des formules qui permettent de cristalliser le peuple, ce qu'on appelait les signifiants vides. Par exemple, les Espagnols de Podemos ont repris le mot de la patrie, qui est souvent un mot de droite, la patrie c'est à droite, les patriotes, la patrie, je ne parle pas de la résistance, mais c'est souvent vécu comme à droite, c'est, comment il s'appelle, celui qui a quitté le Front National, qui a pris le mot les patriotes, Philippot, bon. Donc c'est un mot de droite, mais ce qu'a dit Pablo Iglesias et les autres dirigeants de Podemos, c'est non, on va l'utiliser à gauche. Un peu comme le mot république peut être vécu comme à droite ou à gauche. La république sociale, c'est pas la même chose que la république monarchiste ou bonapartiste. Bon. Donc on prend un mot, on le remplit du contenu qu'on veut, on cristallise le peuple, mais il faut quand même un leader. Et le poids du leader devient quelque chose d'absolument central. Et ça, en Amérique latine, à mon avis, c'est terrifiant. C'est-à-dire que vous prenez par exemple la Bolivie, en partie l'Équateur, en partie le Venezuela. Morales, par exemple, qui est un gars bien, qui vient d'un mouvement paysan, c'est le José Bové bolivien, c'est quelqu'un qui vient vraiment d'un mouvement populaire. Morales, il a été élu une première fois. Ils font une constituante. Ils décident dans la constituante, avec l'accord de Morales, ils avaient tout à fait raison, qu'on limitait les mandats à 2.
Donc il en avait fait un premier, il en fait un second, mais comme il y avait une constituante, il a le droit d'en faire un autre, puisque les deux ne comptaient. Il finit ses 3 mandats, il est en train de les finir en ce moment. L'an dernier, il se dit, oula, il y a un problème, il faut absolument que je sois un nouveau candidat. Donc il a fait un référendum pour changer cet aspect-là de la Constitution. Il a perdu le référendum. Parce que les Boliviens ne sont pas cons, et ils se sont dit quand même, il n'y a pas de raison que ce soit à vie, et il faut que, comme dans toutes les démocraties modernes, 2 mandats, ça suffise. Bon, il perd le référendum. Je vous assure qu'il va tout faire pour être candidat. Bon. Donc là, il y a un vrai problème. Et on a vu, par exemple, les Espagnols de Podemos reprendre ça. Alors, à nouveau, attention, de même que quand j'ai expliqué tout à l'heure que les communs ne remplaceraient ni le marché, ni l'État, en tout cas complètement, il faut comprendre qu'on va quand même continuer à élire. Je vais vous dire quels sont les mécanismes différents. Mais je suis quand même convaincu qu'on aura besoin d'élire de temps en temps des gens. Parce que l'élection a tous les défauts dont on a parlé, mais il y a au moins une qualité à l'élection qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est que ça permet un débat stratégique. Quand on discute de, par exemple, est-ce qu'il faut aller aux 30 heures ou toute autre chose, il est assez légitime qu'à un moment donné, il y ait une assemblée, en particulier l'assemblée législative, puisque c'est celle-là dont on parle, qui mette en œuvre ce que le peuple veut. Et pour ça, il faut qu'il y ait un débat dans le peuple, qui soit tranché par quelque chose qui va passer quand même par une élection à un moment donné. Donc l'élection a aussi cet intérêt. De même, de l'autre façon, je pense qu'il y a des moments donnés, il faut se rendre compte que l'irruption d'un leader auquel on ne pense pas peut changer les choses. Chavez, pour revenir à lui, était dans un pays, le Venezuela, où la gauche n'a jamais dépassé 5%, toutes tendances confondues. La gauche était rien, 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 rien. Il est arrivé à pouvoir être majoritaire et à gagner l'élection par un concours de circonstances assez particulier. Il fait un coup d'État au début des années 90, il loupe le coup d'État, il est arrêté, et puis il va négocier, enfin il va être libéré pour des raisons sur lesquelles je ne rentre pas, ce serait trop long, mais juste avant d'être libéré de sa prison, il dit « il ne faut plus faire le coup d'État ». Ce qu'il faut, c'est une révolution citoyenne par les urnes. Et donc je me battrai contre l'oligarchie, contre tous les salopards, entre guillemets, qui pillent le pays, mais on le fera par une voie démocratique. C'est le même moment où Marcos dit la même chose à partir du Chiapas, que les apatistes changent de nature. Bon, il est libéré, et là il a un écho populaire considérable, il se présente aux élections, il est élu, c'est l'histoire que vous connaissez. Mais sans cette histoire très particulière du coup d'État foiré, du changement d'orientation stratégique de Chavez, etc., probablement la gauche n'aurait jamais gagné au Venezuela. La gauche n'existait pas dans ce pays. Enfin, n'existait pas, elle était très groupusculaire. Bon. Donc il faut reconnaître ça. Mais en même temps, en tout cas ça c'est ma position à moi, je pense qu'on ne peut se satisfaire ni de la domination absolue de l'élection qui produit toujours les mêmes, dont on a parlé tout à l'heure, ni le fait d'accepter qu'un leader maximo soit toujours là. Enfin, je pense que c'est pas du tout ça. Enfin, bon, toi, c'est pas ce que je veux. Donc ce qu'il faut commencer à réfléchir, mais je sais que dans la France Insoumise, il y a des tas de débats qui sont très utiles là-dessus, c'est quels sont les autres mécanismes. Alors là, je les décortique un peu dans le bouquin, parce qu'il y en a pas mal, en fait. D'abord, il y a un truc qu'on n'a souvent pas vu bien en France, ou pas souvent pris à la mesure, c'est tout ce qui est la démocratie directe. Mais la démocratie directe, attention, c'est pas uniquement le sommet, sinon on appelle ça un plébiscite, et c'est ce que faisait Napoléon III, pour faire passer ces trucs. Il faut que ce soit aussi des choses, et majoritairement des choses qui viennent du peuple. Donc que ce soit, alors ça peut être 100 000 signatures, il y a des tas de façons de faire, mais qui permettent d'avoir des référendums d'initiative populaire. Ce qui existe en Suisse depuis un siècle et demi, et ce qui existe aussi, on le connaît souvent peu, mais alors que c'est très important pour les États-Unis, dans les États de l'Ouest américain. Les États-Unis sont d'abord constitués à l'Est, les premiers États de la Révolution américaine, mais avec toute tout ce que vous savez des massacres des Indiens, etc., à la fin du 19e va se constituer tous les États, l'Oregon, la Californie c'est un peu avant, le Nouveau-Mexique, etc. Et c'est un moment de l'histoire aux États-Unis où il y a un fort sentiment contre les multinationales, enfin les grandes compagnies, en particulier les compagnies de chemin de fer. Donc on va avoir des constitutions très démocratiques, beaucoup plus que celles de l'Est, en particulier sur 2 aspects, qui est le droit de révocation. C'est les seuls États qui, sur la planète, les premiers en tout cas maintenant, certains veulent le faire, ont mis en place un système de révocation qui a été utilisé de temps en temps. C'est pas facile. Ils ont révoqué 2 fois les gouverneurs en Californie, par exemple, avec ce système-là. Et puis c'est surtout, et c'est ça le plus efficace, des référendums d'initiative populaire qui fonctionnent bien. Bon, vous prenez la dernière élection, parce qu'ils votent tout en même temps, donc c'est plus simple. 2 choses sont passées dans plein d'États qui changent vraiment complètement la physionomie des États-Unis d'Amérique. C'est la légalisation du cannabis. Et ça fait réduire considérablement la criminalité. Enfin, c'est des choses évidentes. Je veux dire, bon, c'est comme la prohibition de l'alcool. Vous prohibez l'alcool, vous avez Al Capone. Bon. Donc si vous réduisez la prohibition du cannabis, vous diminuerez les tensions dans une série d'endroits qui vident ça. Bon. Donc ça se fait maintenant. Les États-Unis vont devenir un État qui va légaliser de fait le cannabis, puisque la moitié des États l'ont déjà fait par des votes à chaque fois. Bon. Et puis l'autre chose qui est tout aussi importante et qu'on connaît moins, c'est le salaire minimum.
le salaire minimum a été augmenté en Californie de façon très très importante par un vote d'origine populaire, et même chose dans d'autres États, hein, je ne vous fais pas la liste là, mais ça c'est très bien, hein, bon, et ça pourrait, ça devrait être fait, y compris dans nos mouvements. Hein. Dans la France Insoumise, je pense que c'est une très bonne idée que, alors est-ce que c'est 3 000, 5 000, je m'en fous, ça, il faut trouver un chiffre, signature, permet d'avoir des votes internes à tous les niveaux, hein, sur Paris, sur la région Île-de-France, sur le national, c'est des choses dans lesquelles la possibilité du choix, par exemple le fait d'avoir voté au moment de la présidentielle était une bonne idée, hein, de faire voter tous les adhérents, y compris sur Internet. Il n'y a pas de raison qu'on ne vote pas sur Internet, franchement, c'est un vote comme un autre, il n'y a aucun souci pour moi là-dessus, mais qu'il y ait aussi la possibilité de le faire par en bas, hein, que ça ne vienne pas toujours du haut, et qu'on ait des choses qui soient aussi comme des référendums d'initiative populaire dans le pays, mais aussi dans nos mouvements. Deuxième façon de faire, qui a aussi été expérimentée à juste titre par la France Insoumise, c'est le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est le système grec, hein, c'était ce qui se faisait dans l'Athènes de Périclès, et c'est quelque chose qui représente vraiment le peuple tel qu'il est. Alors on oublie souvent qu'on tire au sort, hein, chez nous, hein, vous le savez tous, les jurys populaires. Hein, bon. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai jamais vu, on peut critiquer la justice, la bureaucratie, enfin il y a des tas de choses à critiquer dans la justice, mais j'ai jamais vu aucun parti politique, hein, du NPA au Front National, qui ait proposé par exemple d'élire les jurys. Jamais. Tout le monde pense bien qu'ils soient tirés au sort. Hein, bon. Et je pense qu'en fait, en y réfléchissant, il y a beaucoup d'autres décisions qui pourraient être prises par des assemblées tirées au sort. Hein, bon. Là où c'est toutes les décisions où la stratégie est moins importante. Hein, bon, prenez par exemple des questions éthiques. Hein, bon. Il y a des tas de domaines. Hein, voilà, c'est ce qui est bon. Voilà, sur l'éthique, sur la biodiversité, sur la bioéthique. Absolument. Ça a commencé dimanche dernier. Voilà, mais c'est excellent, à mon avis c'est excellent de faire ça. Ça c'est des choses qui se répandent de plus en plus, on a appelé ça les conférences de Copenhague, parce que les Danois les avaient créées au début. Mais donc de trouver les moyens d'avoir comme ça l'utilisation du tirage au sort beaucoup plus souvent qu'il n'est fait aujourd'hui, et pas seulement limité aux jurys populaires. Autre mécanisme qui commence aussi à être expérimenté, c'est celui de Nuit debout, des Occupy, qui est tout ce qui est le fonctionnement au consensus, qui est celui de l'Internet, hein, ou même en partie de Wikipédia. Bon, je rentre pas, c'est mon boulot, hein, quand tu dis que j'étais chercheur, mon boulot c'est en sciences sociales, le numérique, hein, c'est là-dessus que je travaille. Bon, si vous prenez Wikipédia, il y a une gouvernance de Wikipédia très particulière, bon, mais qui est basée quand même pour beaucoup sur le débat contradictoire, mais aussi sur le consensus. Hein, bon. Et il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être décidées au consensus, beaucoup plus qu'on ne le croit. Hein, bon. Alors c'est compliqué, ça prend du temps, c'est bordélique, c'est pas des choses qui se règlent comme ça, mais bon, quand on additionne tout ça, et on pourrait probablement penser à d'autres mécanismes, hein, je vous donne ceux que moi j'ai recensés dans les différents mouvements sociaux ou dans les différentes expériences d'un pays à l'autre, on s'aperçoit que moi j'ai appelé ça la démocratie radicale. On pourrait, sur des tas de domaines, donner la parole au peuple, à nous, quoi, hein, enfin à nous, très large, c'est la population en général, par des mécanismes divers, référendum d'initiative populaire, tirage au sort, consensus, et qui changerait quand même beaucoup les choses. Quand on se plaint de la dépolitisation, c'est aussi parce qu'on ne demande pas aux gens de décider sur ce qui les concerne. Hein. On élit quelqu'un pour 5 ans, puis après, démerde-toi. Hein, bon. Et si on veut que les gens se sentent concernés, ben, il faut qu'ils s'impliquent. Hein, bon, et pour ça, il faut qu'il y ait des choix réels qui soient proposés, hein, et pas simplement qu'il y ait la couleur de rond-point. Notre quartier, la mairie de Paris nous a demandé si on voulait rénover les toilettes de l'école d'à côté ou mettre des panneaux informatifs sur l'historique cinéma du quartier. Voilà. Il faut éviter d'avoir à voter que sur ces choses-là. Voilà. On est d'accord. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est les toilettes que vous gagnez. Ah, les toilettes ont gagné. Peut-être qu'il y avait des hommes âgés qui avaient des problèmes de prostate et qui avaient besoin d'aller aux toilettes. Fin de la parenthèse. Mais non, il y a une autre partie que je ne traite pas là, ça me prendrait trop de temps, il y en aura dans la discussion que j'ai essayé de traiter aussi, c'est quelles sont les forces sociales capables de faire ça. C'est un vrai débat. Hein, bon, ce que je vous propose, c'est de m'arrêter là, j'en ai déjà suffisamment dit, ça laisse largement de quoi 44 minutes, donc c'est... Voilà, merci. Vous avez la parole, on intervient, on discute, on critique, on pose des questions éventuellement, mais... Qui veut intervenir en France? Vas-y, oui. Interviens, je t'en prie. Ouais, sur les communs, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, notamment sur leur traduction politique, mais aussi leur traduction en matière de droit. Est-ce que vous avez plus des... Je suis pas sûr qu'on t'ait entendu, parce qu'il n'y a pas parlé de ça très fort. La traduction politique des pouvoirs autour du commun et aussi des traductions dans le droit. Parce que si on parle donc de démarches locales dans lesquelles on s'approprie certains marchés pour ne pas les laisser
au capitalisme, et comment est-ce que concrètement, dans nos droits, on peut traduire ces marchés? Alors, c'est une question passionnante. Tu verras dans le bouquin, j'essaie au moins de donner les références, hein, parce que je ne suis pas juriste. Hein, bon. Mais politiquement, c'est le fait simplement de donner la priorité au commun. Hein, ça peut être en expropriant les capitalistes, il n'y a pas de raison qu'il y ait des multinationales, par exemple. Là, je parle là, si on se projette à long terme. Hein, bon, mais derrière ça, ça peut commencer par des choses plus simples qui existent en partie dans le droit français. Hein. Par exemple, il y a un système d'imposition différent pour les coopératives qui donne un petit plus aux coopératives. C'est minuscule. Hein. Bon, mais aujourd'hui, dans le droit français, les coopératives existent surtout dans le bâtiment, dans l'imprimerie, c'est dans des secteurs comme ça hein, que les coopératives existent en France. Et donc il y a un petit truc qui leur font payer un peu moins d'impôts. On pourrait en rajouter hein, pour donner plus de possibilités aux coopératives ou aux communs. Et puis il y a quelque chose de très important, mais là, il y a Isabelle Stengers, qui est une philosophe belge, qui a beaucoup travaillé là-dessus, donc je cite son texte dans les notes hein, de bas de page, c'est sur l'idée d'avoir un droit génératif. Parce que ce qui est intéressant dans les communs, dans beaucoup d'entre eux, c'est qu'on a des droits tout à fait différents des droits traditionnels. Bon. Dans les droits traditionnels, on considère, bon, ça vient de Hume entre autres, mais l'idée que la propriété doit être exclusive et absolue. Ça, c'est une rupture que le capitalisme a fait par rapport à la féodalité. Hein, bon. Quand je vous ai parlé des biens communs paysans qui viennent de la féodalité, vous avez tous appris ça, on a tous appris ça à l'école. Hein, bon. Vous savez que le seigneur avait droit au bois vif, hein, c'était aux arbres en pied, et que le bois mort pouvait être ramassé par les paysans. Donc, vous voyez qu'il y avait une disjonction du droit, d'usage. Certains avaient droit à certaines choses, d'autres à d'autres. Hein. Par exemple, le gibier, c'était pour les seigneurs, mais les champignons et les glands, c'était pour les serfs. Hein. Donc il y avait une distinction de ce type. Bon. On peut penser à ça pour disjoindre les droits et donner des droits d'usage. Dans une coopérative, c'est déjà ce qui se fait. Si on crée une coopérative, je dis n'importe quoi, de maçonnerie, on n'est pas propriétaire d'une action qu'on peut aller revendre sur un marché. Quand on quitte la coopérative, on n'a rien. C'est ça le principe de la coopérative. C'est un droit d'usage. Tant qu'on y est, on en touche les fruits, puisqu'on travaille, donc on est payé parce qu'on travaille, mais on n'est pas propriétaire de l'usine. Hein. C'est une propriété collective, mais qui est une propriété détachée de l'individu. Hein, c'est l'ensemble des ouvriers, enfin des salariés, enfin des employés, ou des coopérateurs, exactement, ce n'est pas des salariés, qui ont ce droit d'usage. Hein, bon. Mais on peut aller plus loin. Bon, un des choses qui a été le plus discuté dans toutes les lois sur le numérique, hein, sur lesquelles on n'a pas vraiment gagné, c'est tous les droits de propriété intellectuelle, par exemple sur les chansons. Hein, Johnny Hallyday, France Gall, là, qui viennent de décéder, vous avez vu que ça commence sur les enfants de Johnny Hallyday, hein, vous avez tous suivi ça parce que c'est le feuilleton du jour. Bon, et bien, derrière, la SACEM, hein, qui est la Société des droits d'auteur sur la chanson, vous oblige à faire partie de la SACEM. C'est-à-dire que, bon, au Brésil, il y a un chanteur qui s'appelle Gilberto Gil, hein, qui est un grand chanteur brésilien, qui a décidé de mettre ses chansons en Creative Commons. Qui vient à Paris prochainement. Voilà, absolument, j'ai vu ça aussi sur les affiches. Donc, Gilberto Gil a dit, une partie de ma musique, c'est des Creative Commons. Et au Brésil, ça a été accepté. En France, c'est pas accepté. Si Johnny Hallyday avait mis dans son testament « Toutes mes chansons sont libres de droit », là, ça m'aurait dit non. Hein, parce que ça casse leur système. Donc, comment revenir à une situation dans laquelle on peut travailler gratuitement ? Prenez par exemple, moi je suis chercheur en ce moment, c'est mon boulot, les chercheurs ils écrivent des articles. Mais on est payé. Quand on est chercheur, on est payé par l'éducation nationale pour enseigner et faire de la recherche. Quand on publie un article scientifique, on n'est pas payé. Et c'est normal, j'estime tout à fait normal qu'on ne soit pas payé. Mais par contre, la maison d'édition qui nous publie, elle a la propriété de l'article. Et donc elle va demander aux bibliothèques de les payer cher, très cher, ce qui est un scandale pour tous les pays du Sud, par exemple, qui souvent n'y ont pas accès. Donc comment faire pour qu'on change les droits, pour permettre la gratuité, pour étendre la gratuité. Il y a vraiment tout un champ juridique et surtout disjoindre la propriété entre droit d'usage et droit de propriété. Voilà, sur tout ça, il faut ouvrir les chantiers. Honnêtement, c'est pas fait. Et c'est passionnant, hein. C'est vraiment ce qui est déterminant pour le futur. J'ai donné la référence, il y a un petit article qui est en français d'Isabelle Stengers qui donne des pistes. Hein. Je vous conseille, la référence est dans le bouquin. Mais en tout cas, il y a du boulot. Du coup, dans la question, il y a une deuxième partie sur la traduction politique. Tout à l'heure, on est sur la question du droit. Est-ce qu'aujourd'hui, politiquement, c'est porté par un courant ou, Je trouve pas assez. Hein. Mais prenez, bon, j'ai discuté beaucoup avec Martine Billard, que vous connaissez bien, qui est à OPG, à France Insoumise depuis longtemps. Elle dit, c'est elle qui a créé le concept de planification écologique. Je discute avec elle et je lui dis, mais il vaut mieux, parce que dans le modèle énergétique, hein, par exemple, il y a une discussion qui est très très importante. Hein, bon, il y a en gros un modèle étatiste et un modèle coopérativiste. Les Allemands déstabilisent, et c'est très bien, le marché européen de l'énergie, parce que les habitants ont le droit, ça a été codifié, donc politiquement ça a été accepté par les partis de la coalition, donc y compris Merkel, hein, de donner le droit aux habitants de se mettre en coopérative pour créer leur propre énergie.
Bon. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Hein. Alors ça pose des problèmes parce que tout le monde n'a pas les mêmes droits de coopération. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pas, là ça m'aurait vraiment trop de temps. Mais ça produit tellement d'électricité que ça fait baisser le prix et que EDF est sorti du CAC 40 à cause de ça. Donc qu'est-ce qu'on appelle la planification écologique? Est-ce qu'il faut un service public national de l'énergie? Moi je pense pas. Hein, je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer EDF, il faut évidemment que les gens qui y travaillent aient leur statut, j'ai aucun doute là-dessus. Hein, bon. Mais je pense que l'idée qu'on résoudra tout en ayant des grandes fermes éoliennes avec un service public de l'énergie, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Que l'exemple allemand montre qu'on peut avoir des réponses qui soient coopérativistes, décentralisées, etc., en particulier dans l'énergie solaire et l'énergie éolienne, qui fonctionnent bien comme ça. Hein, bon. C'est tout un débat, hein, bon. Mais dans les forces politiques françaises, c'est pas très clair. Hein. Derrière l'idée de la planification écologique, il peut y avoir les deux. Ça peut être un grand service public avec une EDF à la puissance 10, ou ça peut être des coopératives. Hein. Je le dis d'autant plus que Martine Billard est plutôt pour les coopératives. Donc en discutant avec elle, bon. Donc on peut tout à fait avoir une discussion ouverte là-dessus, mais on sent que la discussion n'est pas achevée. Hein. Donc voilà, on en est là. C'est vraiment des thèmes qui sont portés par les mouvements sociaux, qu'on va retrouver dans les sphères académiques. Il y a beaucoup de bouquins. Si vous vous intéressez au commun, vous avez une somme qui est celle de Dardot et Laval qui s'appelle Le commun. Parce qu'il y a toute une discussion sémantique. Est-ce que c'est le commun, les communs, les biens communs? Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. C'est intéressant, mais c'est un autre débat. Donc Dardot et Laval, ils appellent ça le commun. Ça cale une bibliothèque. C'est intéressant, c'est un bon bouquin. Vous avez un autre gars qui est un académique qui a fait les deux. Enfin, Dardot et Laval sont aussi académiques, c'est Benjamin Coria. Il a fait un bouquin plus petit sur les communs qui est très bien. Hein. Pédagogiquement, il est parfait. Si vous vous intéressez au bien commun de la connaissance, il y a Hervé Letellier qui a écrit des choses très bien là-dessus. Non, Hervé Cronier, c'est un autre Letellier, qui a écrit des choses très bien là-dessus. Donc, il y a toute une série d'écrits qui existent. Il y a, en France comme dans le reste du monde. Hein. C'est vraiment une thématique qu'on retrouve partout. Hein. Voilà. Qui veut intervenir? Je t'en prie. C'est mon question, est-ce que c'est plutôt historique, c'est ce mouvement coopératif italien, qui est, je ne sais pas, qui tu as pas pris comme exemple. Dans l'Italie, il était très puissant, et au niveau de gauche, bon, des choses d'abord que le concept d'État-nation italien est arrivé très tard, et deuxième, que le mouvement des gauches a été vachement plus promu et compris aussi, si je ne me trompe pas, Gramsci sur ce concept et l'organisation de la société était très court. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, c'est ça. Je viens répondre, mais il ne faut pas faire seulement des questions-réponses. Il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose? Sur la même chose. Qu'est-ce que l'expérience de l'Amérique latine? L'Amérique latine, et est-ce qu'il y a des expériences dans ce domaine-là de mise en commun, de projets économiques ou sociaux dans le local? Joël, tu veux dire quelque chose? Oui, non, ça aurait été plus un débat, mais en plus lié à la France insoumise, c'est-à-dire quelle stratégie, quelque part, on devrait adopter sur la base, la petite base et au-dessus, voilà, comment faire pour que dans, je ne dis pas qu'en 2022 on gagnera, mais tu parlais du Maximo, pas Maximo, comment on fait pour que les choses, qu'on arrive à passer ce cap, comme l'ont fait peut-être certains dans certains pays, est-ce que nous on y arrivera ou pas? Voilà, je pense que l'envie de ceux qui ont voté pour Mélenchon, c'est que ça change. L'objectif, c'était ça. Sinon, si on repart pour un tour, c'est même plus la peine. C'est la catastrophe générale. On le voit bien sur, tu parlais du capitalisme, sur l'écologie, sur tout ce qui touche la vie quotidienne de nos enfants, les retraites, les conditions de travail, etc. etc. Donc, j'ai l'impression que le citoyen français n'est pas conscient de ça. Donc, bon. Mais pour continuer sur cette avancée, au vu de ce qui se passe dans le monde et de tous les leaders progressistes qui sont élus, est-ce que Mélenchon, et qui demande la réélection à chaque fois, est-ce que Mélenchon a vraiment envie que ça change aussi?
C'est du coup. Je ne suis pas sûr que Christophe ait la réponse à cette question. On va allonger Mélenchon. Si là, ça... non, mais... si là, on prend. Hein. Non, mais il a peut-être un point de vue, en tout cas. Oui, il a peut-être Oui, un point de non, vue, non, excuse-moi. parce que Mélenchon, finalement, c'est pas aussi un leader maximo quelque part. Et il dit qu'il va faire plein de choses, et puis au final, quand il sera élu, s'il est élu en 2022 ou plus tard, est-ce qu'il changera vraiment les choses aussi? Et ça, c'est aussi une peur légitime qu'on peut avoir. Alors, je peux, comme ça, un peu dans le désordre. Hein, bon. Mais il y a des choses qui se recoupent. Est-ce qu'il y a eu des expériences en Amérique latine? Oui, mais avec des choses contradictoires. Hein, ça, par exemple, il y a eu au Brésil le mouvement des Sans-Terre, qui a construit vraiment une logique de villages coopératifs avec leurs propres écoles. Ils ont vraiment une logique très très forte de sociétés un peu autonomes, avec des coopératives de Chiapas aussi, bien sûr. Hein, bon, mais le Brésil a vu ça dans un mouvement national très fort, hein, bon, qui a développé des coopératives de production, des coopératives de distribution, et puis des écoles, enfin beaucoup de choses. Hein, bon. On a d'autres expériences dans les pays andins, mais où là, c'est contradictoire. C'est-à-dire que vous lirez dans le bouquin, là, sur les alternatives systémiques, l'idée du buen vivir et des droits de la nature, ça vient des civilisations aymara quechua. Bon. Mais indiennes, aymara quechua, dans le cas de la Bolivie, ont été expropriées de leur pouvoir pendant un demi-millénaire. Un demi-millénaire. Au point que certains des Indiens péruviens appellent les Blancs les Pizarros. Les héritiers de Pizarre, hein, le Pizarre comme Cortés, hein, c'est le début du XVIe. Hein, donc il y a vraiment 500 ans. Hein, bon. Et c'est à peu près les mêmes, c'est 400 ans pour l'Afrique du Sud, mais c'est comparable. Et dans les deux cas, des mécanismes ont été créés pour que les majorités noires et indiennes ne soient jamais au pouvoir. Par exemple, en Bolivie, on ne pouvait voter que si on savait lire et écrire l'espagnol. Donc forcément, c'était les Blancs d'origine espagnole, enfin d'origine européenne, qui pouvaient le faire. Même chose en Afrique du Sud avec l'apartheid, vous connaissez tous ça. Bon. Dans les deux cas, il y a une vraie révolution, mais absolument gigantesque, qui est l'arrivée au pouvoir des majorités. Noir avec l'ANC et Aymara Quechua avec le MAS. Hein, parce qu'il y a ça aussi derrière la victoire d'Evo Morales. Hein, c'est pas simplement une histoire sociale, de gauche, de droite, etc. C'est aussi une histoire de race, entre guillemets, hein, au sens ethnique, de réappropriation par une majorité, c'est quand même légitime. Bon. Mais cette culture Aymara Quechua défend le buen vivir et le droit de la nature. Mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ça donne des mixtes étonnants. Parce que d'un côté, très honnêtement, ce que disent les copains boliviens, ceux qui, en particulier Pablo Solon, hein, qui a écrit beaucoup de ses papiers là-dessus, c'est que dès qu'ils peuvent avoir de l'argent, en plus il y a beaucoup de coca, donc il y a de l'argent, hein, bon, ils achètent des 4x4. Mais en même temps, ils ont une culture qui s'appelle la culture chola. Hein, les cholas, ou cholo, c'est les jupes, vous savez, ces jupes indiennes. Bon, et c'est une culture très particulière. Ils construisent des choses qu'on peut trouver très moches, mais qui sont un kitsch qui va donner un style. À mon avis, dans 100 ans, on ira voir ce que font aujourd'hui les Aymara Quechua, comme on regarde l'Art Nouveau chez nous. Donc voilà, on a cette chose un peu bizarre qui se passe, exactement comme en Afrique du Sud. Hein, regardez ce qui se passe dans l'ANC. L'Italie, et ça rejoint un peu les trucs de la France insoumise. C'est intéressant parce que l'Italie et l'Allemagne, c'est des pays qui n'ont pas vraiment la même culture politique que la France. Je vais donner un truc que vous connaissez tous, c'est des histoires de café du commerce ou de discussions le soir après pas mal de bouteilles de vin. Comment on change le monde? Bon, et ben, il y a toujours une engueulade entre ceux qui disent pour changer le monde, il faut prendre le pouvoir, alors dans la ville, dans l'État, dans l'Europe, etc. Puis ceux qui disent oui, mais si on ne change pas les mentalités entre hommes et femmes, dans le rapport à la nature, etc., rien ne changera jamais. Bon, évidemment, il faut faire les deux, mon général, il n'y a aucun problème. Mais les uns ou les autres appuient sur l'un ou l'autre. Nous, dans notre culture française, on est le pays des insurrections et des révolutions au XIXe siècle, de la grève générale au XXe siècle. Donc notre tradition, c'est d'aller dans la rue et de secouer le pouvoir pour en décrocher le plus possible. Donc on a une tradition de l'insurrection, de l'insoumission, de la descente dans la rue, c'est notre culture. Hein, bon. Les Italiens l'ont un peu, hein, bon, c'est la piazza, les Allemands aussi, mais moins. Et ils ont une autre tradition, que nous avons moins, qui est le fait de faire. C'est-à-dire de ne pas simplement dire il faudrait que l'État fasse, mais on fait nous. En partie parce que l'État est plus faible, hein, c'est le cas italien, ou que le système est plus décentralisé, c'est le cas allemand. Et donc on a des coopératives. En Italie, il y a un truc fantastique, c'est ce qu'on appelle les centres sociaux, les centra sociales, qui sont des lieux de vie dans lesquels se retrouve la jeunesse, et ils savent gérer les trucs de façon très marrante. C'est des jeunes, alors en général c'est de la musique tous les week-ends, hard rock, punk, tout ce que rap, tout ce que vous voulez, et puis quand la police commence à faire pression, ils font des balles à 17h. Bal dansant. Et là, c'est les gens de nos âges qui vont danser la valse. Et grâce à ça, la population les protège.
Hein, donc ils savent gérer tout ça. Hein, bon. Mais ça, nous, on ne sait pas assez. Hein. Et je pense, et ça c'est un peu la discussion sur la France insoumise, que l'idée qui a été lancée, que je trouve bonne, c'est de partir d'expériences concrètes. Et de ne pas se contenter d'aller à l'élection, de coller les affiches, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est pas le souci. Mais aussi de commencer à changer les choses pratiquement, c'est bien. Hein, parce que ça donne des armes. Et ça répond un peu à votre question. En Amérique latine, alors je ne me rappelle plus de son nom, je crois que c'est Mujica. Celui qui est le plus sympathique, c'est le président uruguayen, qui, après l'élection, est retourné chez lui. En plus, c'est lui qui avait le premier à avoir légalisé la marijuana. Il fume son pétard tous les soirs. Il le dit à la télé. Il a 80 balais, c'est un ancien guerrillero. Il était dirigeant de la guérilla. C'était un dirigeant de tout pas mal. Et donc lui, c'est le symbole même du bon gars et de ce qu'il faut faire. Hein, bon, c'est plus compliqué pour les autres, à mon avis. Hein, bon. Mélenchon, j'ai pas d'idée. Ce dont je suis convaincu, moi, par contre, c'est une chose, c'est que c'est nous qui comptons. À la fois dans nos pratiques et puis aussi dans nos expérimentations de vie démocratique. C'est toujours un rapport entre le haut et le bas. Une des raisons pour lesquelles Chavez et Maduro restent comme ça, c'est que pour des raisons qui sont liées au pétrole, à la société vénézuélienne, des tas de choses, il n'y a pas de société civile au sens où on l'entend nous. Elle s'est un peu créée hein, par le processus bolivarien, il y a quand même eu des choses qui se sont passées, mais c'est quand même très bordélique, très désorganisé. On a la chance en Italie, en France, en Espagne d'avoir quand même des structures, regardez le quartier quoi, on a quand même beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Bon, ça ne résout pas tout, hein, ça ne répond pas vraiment à la question, mais c'est quand même la seule chose qu'on puisse faire de toute façon. Hein, c'est de nous-mêmes nous donner les moyens de contrôler, d'agir, de peser. Je t'en prie, vas-y. Oui. En France, on vit quand même sous le conditionnement des médias des riches, sous également le conditionnement des lobbies des riches. Les dernières élections présidentielles, on aurait pu les gagner si on avait eu des médias objectifs, sans cette conditionnement vraiment des consciences par ces médias, quels qu'ils soient. Eh bien, on se demande comment on va pouvoir arriver à une révolution citoyenne. Ce qui se dessine, c'est plutôt un mai 2018 qui ne sera pas forcément très, très cool. Hein. Et donc, comment arriver à... Bon, il y a bien le média qui vient de démarrer, mais bon, c'est quand même c'est précaire. Hein. Et on est quand même sous cette chape du pognon hein, qui encadre tout, hein, qui nous casse tout ce qui était social, tout ce qui était la Sécu, la SNCF maintenant. Donc la révolution citoyenne, elle est difficile quand même à envisager. Elle doit plutôt une révolution quand même assez musclée. Hein. Non, ce qui est sûr, c'est que personne ne sait ce qui se passera, hein, et que notre tradition, c'est celle-là. Ce qui va dans ce que vous dites. Hein, oui, la tradition française... Non, mais bien sûr, je ne dis rien. Hein. La tradition française, c'est plutôt le mai 68 et les barricades, ou la commune et les barricades aussi, mais pas les mêmes, que simplement l'élection. Hein. Bon, donc on ne sait pas ce qui se passera. Je dirais simplement un mot. Moi, je suis un peu moins sévère que vous sur les médias. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et donc, je crains plus aujourd'hui le mélange entre le pouvoir de l'argent, qui est terrifiant, ce que vous dites, et le pouvoir des castes administratives et des grands corps de l'État. Hein. La France, c'est si vous n'êtes pas polytechnicien, mine, énarque, etc. Et ça tient le pays à un point. C'est très très difficile de se débarrasser de ça. Quand vous prenez par exemple l'Amérique latine, la situation des médias est bien pire. Bien pire. Hein. Le Brésil, tous les médias sont à droite, etc. etc. Bon. Et en France, on a quand même... Bon, Le Monde est quand même... C'est pas un journal de gauche, hein, mais enfin quand même, c'est un journal qui fait son boulot. Puis surtout, on a des nouveaux médias de gauche qui sont... Il y a le média, ça c'est France Insoumise, mais prenez... Vous avez Basta, vous avez Mediapart, c'est franchement des quotidiens en ligne, hein, parce que l'Internet permet de le faire. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Hein. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec tous les articles, ça c'est la vie. Hein, bon. Mais c'est pas en tout cas les médias qui sont soumis au pouvoir de l'argent. Hein. Basta, je connais bien, Mediapart aussi, c'est pas du tout ça le risque. Et on est quand même mieux que dans d'autres pays. Alors ça ne retire rien, en fait, il faut être prudent, dénoncer quand les choses se font dans le mauvais sens, etc. Je voulais faire une remarque. C'est vrai que les médias mainstream sont là, enfin, ils formatent. Et même si Mélenchon était arrivé au pouvoir, il aurait représenté combien de Français? Il aurait représenté très peu de Français. Pas plus que Macron, à peine plus que Macron. Le vrai problème, pour moi, c'est de raccrocher les classes populaires. C'est de raccrocher les classes populaires qu'on n'arrive pas à accrocher. Quand on est allé
ce dimanche, dans cette manifestation, Mélenchon nous a réunis place de la République. J'ai été avec un homme qui m'a dit, regarde, qu'est-ce que tu remarques? Il n'y a que des Gaulois. Des Gaulois. Non, mais moi aussi. Majoritairement. C'est vrai. Il y avait tout le monde, non? Non, c'est pas vrai. Il y avait majoritairement que des Blancs. Ah, des oui, non, mais quand je parle de Gaulois, c'est des Caucasiens. Et or, nous, aujourd'hui, la France, elle est multiple. Nos prolétaires, ce sont ces gens qui viennent du Sénégal, qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent de Syrie, qui viennent de partout, qui viennent d'Algérie, qui construisent la France, qui construisent les routes, qui construisent les bâtiments. Ils sont notre force vive. Ils sont des enfants. Ils sont nous-mêmes. Et ils ne sont pas avec nous. Dans ces manifestations, ils ne sont pas là. Sauf dans les manifestations syndicales, où là on retrouve des peuples issus de l'immigration qui sont français comme nous, mais qui ont des origines différentes et qui sont là à travers des luttes syndicales. Mais dans les luttes politiques, on a un gros problème. C'est vrai, c'est de raccrocher ces gens à la politique. Donc il ne faut pas mettre tout sur le dos des médias. Je crois qu'il y a un problème qui est beaucoup plus profond. Quand on tracte cette dimension des marchés, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on récupère? C'est l'image de Mélenchon dans les médias. Oh, lui, son pognon, et ses maisons, et mais ça, c'est du bashing. Les caricatures que les médias sur Mélenchon. C'est du bashing. Ah oui, mais enfin, c'est dramatique. Hein. C'est du bashing. Non, c'est pas simplement son œuvre, c'est du bashing. Et pour répondre à ce que tu dis, Mediapart, Bastama, qui sont des journaux qui ont des qualités évidentes, ça concerne Mediapart 100 000 personnes et Bastama beaucoup moins. Ah non, Bastama plus. Ah bon? Ouais. Non, parce que Mediapart c'est payant. Ouais. C'est 100 000, je ne sais plus combien ils ont, 100 000, c'est 100 000. Mais Basta c'est plus, mais c'est gratos et les jeunes le lisent beaucoup. La qualité est un peu moins parce qu'ils ont très peu de gens. Hein. Ouais. Basta c'est 8 ou 9 journalistes, alors que Mediapart c'est 90, hein, parce que c'est payant. Non, c'est seulement un petit détail. D'accord, non, mais c'est. Basta. Puis ils écrivent, parce que Mediapart c'est un peu le média de l'intelligentsia aussi. Hein. Alors que Basta c'est le média de la jeunesse. Et c'est plus lu, parce que les articles sont plus courts, c'est plus accessible. Mediapart c'est un peu un télo. Et anti-Mélenchon aussi. Hein. Qui? Mais dans le moment de l'élection, Mélenchon, il alignait systématiquement. Ils étaient anti-nationaux. Ils ont, à chaque fois qu'ils ont fait venir quelqu'un prétendument représentatif des Insoumis, en réalité c'était des gens qui se déguisaient derrière l'étiquette Front de Gauche, c'était soit une socialiste des députées européennes, soit des communistes, qui n'ont même pas le courage de se présenter comme communistes. Donc, le premier insoumis, véritable insoumis qu'on a vu sur Mediapart, c'est après le premier tour, c'est Olivier Thenot, qui est quelqu'un de brillant, et qui lui est un véritable insoumis. Donc, non. Et quand on regarde actuellement les articles que Mediapart consacre aux insoumis, aussi bien aux problèmes démocratiques, etc., je retrouve ce qu'il y a de plus tordu dans le monde, et notamment dans le monde de l'époque de Plenel. Donc non, c'est... Il faut lire entre les lignes. La partie politique de Mediapart, elle est dégueulasse. C'est une opinion personnelle. C'est vrai qu'il y a un antagonisme entre la direction de Mediapart et France Insoumise, ça c'est indiscutable. Ça n'invalide pas complètement ce que disait Christophe sur le fait qu'il y a quand même des médias qui... Je veux dire, oui, la France Insoumise c'est important, mais il y a d'autres manières de traiter, il y a d'autres choses qui se traitent dans l'information. Et par ailleurs, je vais dire quelque chose qui fera peut-être pas l'unanimité, mais je ne suis pas certain que les médias ont joué un rôle aussi important dans l'élection, parce que moi je ne le crois pas, mais bon, c'est pour ça que je dis que je ne suppose, c'est à titre personnel, je pense que les médias ont un rôle d'endoctrinement, mais que la possibilité de gagner l'élection présidentielle me semblait pas, et de loin acquise,
en 2017. On a un C'est ce exemple que je pense. pour Voilà. les médias À tort ou à raison. qui relativisent un petit peu leur pouvoir. Il y a eu une élection très très importante en France que, enfin, les plus jeunes pas, mais les vieux connaissent bien, c'est celle de 2005, il y a 13 ans. Hein, référendum sur la Constitution européenne. Tous les médias étaient pour. Alors là, Le Monde était oui, 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 Libération, oui, oui, oui. Et ça a Là, été non. il n'y avait pas Mediapart, il n'y avait pas Basta. L'humanité avait fait un bon travail. Oui, mais c'était tout petit. Je n'ai rien contre l'humanité, c'était minuscule. Bon. Et malgré tout, et c'est passé par l'Internet. Hein, L'Internet a rectifié d'une certaine façon. Mais derrière, la deuxième chose que je veux dire, c'était répondre un peu à votre préoccupation, parce que je partage, moi, cette idée-là. Moi, c'est un peu ce que je défends dans le bouquin. Je pense que si on essaye de réfléchir à quelle stratégie, il y a 3 groupes sociaux centraux dans ce pays. Ça, c'est mon avis à moi, hein, ça se discute, évidemment. Il y a ce qui reste du mouvement ouvrier. Je connais bien, moi je viens du Sud, des télécoms, c'est mon monde historique. Hein, bon. Donc, et ça fait des manifs, il y a du monde dans la rue, mais c'est un monde un peu vieillissant, et qui n'est pas forcément l'avenir. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes au PTT, qu'il n'y a pas de jeunes à la SNCF, enfin quand même. Et l'inconvénient que nous avons, et je me mets dedans, hein, c'est qu'on défend un peu les services publics d'avant, ce qu'il faut faire. Hein. J'ai aucun, la poste, les télécoms, ce que j'ai fait, ce qu'on a tous fait. Hein, bon. Mais il y a ça. Et c'est très important parce que c'est les seules forces organisées. Hein, donc, qui sont capables de faire des manifs, loi travail, etc. La deuxième partie, et qui est très importante dans ces quartiers-là, c'est tous les jeunes, alors je ne sais pas ce que vous faites comme métier, hein, je ne vais pas rentrer dans des détails précis, c'est pas ça qui compte, et qui ont voté Mélenchon. Hein, qui fait qu'il y a des votes très radicaux. Moi, je suis dans le quartier Belleville, boulevard de Belleville, rue des Pyrénées, Belleville, Ménilmontant. Les votes, quand vous prenez NPA, LO, PG, enfin je parle même avant France Insoumise, hein, PC, Vert, c'est les 30-40%, c'est gigantesque. Hein, bon. Et ceux qui votent, c'est des jeunes qu'on appelle souvent les intellectuels précaires. Hein, je ne sais pas ce que vous faites vous non plus comme métier, mais alors, ils ne sont pas forcément précaires, ils doivent avoir un métier, mais c'est souvent ceux-là qu'on retrouve. Et c'est ceux-là qu'on a dans les manifs. Si les manifs sont nombreuses, c'est qu'on a les vieux des syndicats et les jeunes qui sont là. C'est ce qu'on a vu sur la loi El Khomri, c'est de nuit debout. Mais la troisième partie de la population que moi je pense absolument essentielle, c'est ce que vous décrivez. C'est tous ces jeunes issus de l'immigration, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, bon, qui sont dans les quartiers et qui ont voté Mélenchon, attention, hein, c'est bien. Ils ont voté Mélenchon, avant ils votaient Socialo. Une partie a commencé à voter à droite parce que les socialos ils en avaient marre, hein, voir ce qui s'est passé à Bobigny, etc. Et il y a eu des votes très massifs pour Mélenchon. Hein, bon, ça c'est bien. Hein, bon. Mais par contre, dans les manifs, il faut aussi que nous, je dis nous ceux qui sont, moi c'est le mouvement ouvrier, mon histoire, hein, bon, il faut aussi qu'on aille dans leur mobilisation. Parce qu'ils se mobilisent. Hein. Alors ils se mobilisent parfois sur la Palestine, en tout cas pour ceux qui sont d'origine arabe et musulmans, mais aussi sur les discriminations. Sur l'affaire Traoré, sur l'affaire Théo. On a eu des tas de mobilisations où les gens qui étaient d'origine malienne, dans le cas de Traoré, sont là pour avoir la vérité sur leurs frères. Et derrière, et c'est vrai qu'on regarde la couleur de ces manifestations, c'est l'inverse. Hein, et si nous, on n'est pas là avec eux, il n'y a aucune raison qu'ils soient là avec nous. Hein, et donc il faut que nous-mêmes, et là je crois que c'est le boulot de tous les groupes, que ce soit groupe insoumis ou tout autre, quand il y a une mobilisation, par exemple sur Traoré ou sur Théo, c'est le jeune de Aulnay hein, qui a été martyrisé par la police, donc on y aille aussi. Et dans le 20e, c'est la Minienne. Voilà, exactement. Et quand on voit les manifs, ouais. Dans le 20e, c'est encore plus terrible, c'est pratiquement que ses frères. Oui, c'est ça. Il y a 2-3 blancs. Voilà, et je pense que là par exemple, très concrètement, hein, pour un groupe comme le vôtre, moi je suis plus bas, Belleville, etc., mais pour nous tous, le fait d'être dans ces mobilisations-là, que ce soit celle du 20e ou d'autres, c'est clé. Parce que si on est avec eux, ils seront avec nous. Si on n'y est pas, ils se diront, voilà, chacun se débrouille de son côté. Vas-y, et après... Juste sur ce dont on a discuté, quelque part on pose la question sur la question du tirage au sort. Et juste de la représentativité au travers du tirage au sort. C'est-à-dire que si le groupe de militants qui fait partie du tirage au sort n'est pas représentatif de l'ensemble des catégories socio-professionnelles, etc., quelque part, le tirage au sort ne donnera pas toutes les chances d'avoir un groupe qui sera apte à se poser des questions sur tel ou tel sujet. Enfin, je trouve que le tirage au sort est quand même assez problématique si à la base le pôle, on va dire, je ne sais pas comment on va appeler ça, les types de personnes qui sont à l'origine du tirage au sort ne représentent pas réellement toute la diversité que la France peut contenir. Oui. Reprendre votre temps. Oui. Je t'en prie. Christophe, je voudrais rappeler qu'en 1995, justement, c'était Internet, entre parenthèses, c'était mon site de la Charpente. Ah oui, je me rappelle bien. Mais qui continue. Ouais. J'ai vu que tu as publié le truc de Paul Ariès que j'ai signé sur la décroissance. Voilà. Donc on s'est rappelé qu'en fin de compte, c'était pratiquement ce site-là qui a fait tout le débat sur le référendum 2005. Je voulais par contre rajouter une chose, c'est toujours sur l'espérance
italienne, ce que moi je pense qu'il faudrait commencer à discuter entre nous, c'est justement tout le concept de l'autogestion, de l'autofinancement, de l'organisation et de la construction des alternatives pratiques, pas seulement théoriques. Commencer vraiment à faire ce qu'on pourrait appeler un contre-État au mouvement qui n'a pas comme objectif l'État nation. Par exemple, dans une situation de guerre, bien sûr, une situation très particulière, très difficile, mais ceux qui sont en train de faire les cours dans la région des Rojava, c'est c'est très intéressant. Moi, je pense qu'il faudrait un petit peu rompre avec une autre tradition ici en France. On ne peut pas continuer à espérer de changer les choses si on continue à demander à l'État de nous aider. C'est quelque chose que moi, en tant qu'Italien, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive absolument pas à comprendre. C'est une contradiction intrinsèque. C'est dedans à notre proposition, il y a déjà l'erreur. Je ne sais pas si j'arrive. C'est clair. Moi, ce que je peux dire, c'est toi qui dis. Non, vas-y, tout le monde. Non, sur ça, moi, je partage complètement. Je pense qu'il faut qu'on s'imprègne de cette culture des alternatives concrètes. Bon, c'est pour ça qu'en tant qu'attaque, on a publié ce bouquin, tu vois, bon, c'est ça l'idée. Bon, et je partage complètement l'idée que ça va prendre du temps, parce que c'est 2 siècles d'histoire française, mais c'est très important d'aller dans ce sens. Donc, je ne reprends rien de plus. 2 mots sur le tirage au sort. Le tirage au sort, il dépend de ce qu'est le corps dans lequel tu tires au sort. Et c'est la différence entre le système grec et le système français des jurys. Dans le système grec, c'est une histoire un peu compliquée parce qu'il fallait être volontaire. Et on tirait, les volontaires étaient de la boulée. Alors attention, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'était évidemment pas les femmes, soyons raisonnables. C'était pas non plus les esclaves, ni les étrangers, les métèques. Donc c'était 10% de la population. Bon. Dans ces 10%, les volontaires s'inscrivaient et ils faisaient partie de la boulée, qui était le centre dans lequel, enfin, le groupe dans lequel on tirait au sort. Et la critique de Platon, que je ne partage pas, Platon était pour un gouvernement des philosophes en fait. Lui, il était pour l'énarchie avant l'heure, si on peut dire. Bon, c'est de dire c'est les incapables. Parce que qui va s'inscrire? Pas celui qui travaille, pas celui qui est philosophe, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc c'est les cassos, si on parlait un peu vulgairement. Et donc Platon, c'était les nuls qui faisaient ça. Bon. Mais si vous prenez les jurys populaires, c'est pas la même chose. Sur les jurys populaires, c'est l'ensemble du peuple. Il suffit d'être sur une liste électorale, je crois que c'est ça la règle, c'est une liste électorale. Mais normalement, si vous êtes tiré au sort, vous n'avez pas le droit de ne pas y aller. Bon, donc il faut trouver un bon prétexte, il faut vraiment être mourant ou presque pour ne pas y aller. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Pour la même raison, par exemple, moi je suis pour l'exemple australien ou belge que Mélenchon défend, je pense tout à fait à juste titre, qui est le vote obligatoire. Moi je suis partisan du vote obligatoire. Je crois que les Italiens l'ont mis aussi, je crois, le vote obligatoire. Et c'est très bien. Nous, c'est l'abstention obligatoire. Oui, mais on le sait tous. Ceux qui ne votent pas, c'est les plus pauvres, c'est les ouvriers. Le 16e vote toujours, rassurez-vous. Eux, ils ont compris qu'il valait mieux mettre un petit bulletin dans le rang. On peut prendre quelques dernières questions. Oui, bien sûr. Intervention, je t'en prie, vas-y. Non, c'était par rapport à la réflexion sur l'articulation entre un État fort et puis une gestion locale, etc. Et je pense que quand on regarde ce qui se passait à la campagne, moi je suis originaire des Cévennes, sur la gestion de l'eau par exemple, c'était hyper compliqué. Il y avait chacun gérait son petit bout de terrain avec son petit cours d'eau à telle heure, etc. Ça faisait des histoires incroyables sur des générations où ils se faisaient la gueule et ils se battaient dans le bistrot. Et donc je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre une gestion à l'intérieur d'une commune par exemple, et puis avec aussi un État qui permet de... Je ne sais pas comment expliquer en fait. Qui permet d'encadrer tout ça. C'est aussi un village qui décide, bon, on va planter du maïs, qu'il faut arroser, que le village en dessous a pas sa dose d'eau, mais bon, ils ont géré ça de façon coopérative, etc. C'est bien, mais ceux d'en dessous, ils n'auront pas d'eau, alors qu'il faut quand même articuler cet État fort qui... voilà, et
Non, mais c'était très clair. Si, c'était très clair. Ouais, mais pour le dire différemment, mais c'est la même idée, c'est que les choses ne sont pas pures en soi. On est toujours dans l'hybride. Par exemple, les services publics, nous on défend les services publics, je suis sûr que ici tout le monde sera d'accord. Mais les services publics, ils sont aussi très influencés par les modes de fonctionnement du privé. Et on l'oublie souvent. Hein, bon. Donc il y a beaucoup de choses qui s'hybrident. Et les communs ne sont pas purs en soi. Hein, par exemple, ce que vous décrivez, c'est les communs, hein, puisque c'est la gestion de l'eau par les communs. Et les communs, on sait tous, quand on ne s'en occupe pas, ou quand on n'est pas capable de s'ouvrir aux autres, ils dépérissent. Vous connaissez tous le Lactalis, hein, c'est pas le sang, mais c'est le lait contaminé. Hein, bon. Vous savez qu'il y a 20 ans, jusqu'en 95, Lactalis était une coopérative. Hein, c'était une coopérative qui a été rachetée par la famille Beignet, qui est devenue un des hommes les plus riches de France, qui est le patron de tout ça. Mais il y a beaucoup de coopératives paysannes. Hein, c'est pas les Santerres du Brésil, c'est vraiment des coopératives de gros. C'est Christian Jacob, hein, là on est plutôt dans le gros fermier de Seine-et-Marne, qui de fait ont dépéri, tout simplement parce que les gens ne savaient pas gérer la démocratie en leur sein. Donc il faut, de la même façon que les communs peuvent être utilisés pour démocratiser l'État et communiser l'État, il ne faut pas penser que les communs, simplement parce qu'on dit c'est des communs, c'est génial. Il peut y avoir toute une série de problèmes. Hein, d'où l'intérêt à ce qu'on y soit présent, et qu'en effet, il y ait des formes de régulation qui permettent d'avoir des péréquations des uns aux autres. Ça, c'est juste, je partage. Et qu'il y ait une éducation. Et aussi, absolument, tout va ensemble. Je partage. Écoutez... Il nous reste à remercier Christophe Aguiton. Non, mais merci à vous, les